Bien, bienvenue à tous. Merci de votre présence. On est très heureux avec Antoine Boziot, à qui je vais donner la parole dans une demi-seconde, de faire cette nouvelle édition d'une analyse macro-micro du budget. C'est un peu différent cette fois-ci des années précédentes où on s'essayait à regarder toutes les implications du budget. Cette fois-ci, on a décidé, à la fois par opportunité, mais aussi par intérêt scientifique, de faire un focus sur les questions liées au bouclier tarifaire, à la hausse du prix de l'énergie, la manière dont ça traverse la société, la façon dont les instruments qui ont été choisis, bouclier tarifaire notamment, permettent d'y faire face, avec un angle macro, un angle micro sur les ménages, un angle micro sur les entreprises. On va en parler dans un instant. On tient beaucoup à ce moment, je crois, moment important de la vie démocratique, dans lequel les chercheurs, de la manière la plus neutre, la plus objective possible, analysent à la fois le budget et l'état de l'économie et l'état de la société, parce que le budget évidemment traverse a priori toutes les couches possibles du monde social dans lequel nous vivons. Donc on est vraiment très heureux. C'est le combien épisode, 5e, donc on va commencer la deuxième année des derniers quinquennats, les bâtons et les trucs. Et donc on espère bien continuer. Voilà, merci encore. Voilà, Antoine, qui est le vrai grand maître de cette cérémonie, va vous expliquer tous les trucs. Donc, merci beaucoup, merci Daniel, merci à toutes et à tous d'être ici présents. Donc, moi je suis Antoine Boziot, je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques. Donc l'Institut des politiques publiques, c'est un centre de recherche qui est dédié aux évaluations des politiques publiques. C'est porté par deux institutions universitaires, PSE, l'École d'économie de Paris, et donc je remercie le directeur Jean-Yves Hérault qui est ici présent, pour son soutien constant et répété à cette entreprise, et puis le Jeunesse, le groupe de l'École nationale d'économie et de statistique, et donc sa directrice qui n'est pas là, mais je la remercie également, Catherine Gauthier, pour son soutien renouvelé à l'IPP. Donc l'IPP, cette année, on a fêté nos 10 ans, on l'a fêté de façon très, j'allais dire, silencieuse, mais on est très heureux d'avoir survécu ces premières années, souvent de forte mortalité des institutions, pour pouvoir contribuer sur le long terme à l'évaluation, à la discussion et au débat démocratique. Je remercie aussi Daniel Cohen, directeur du CEPREMA, pour ce partenariat. Donc ça fait, comme Daniel le disait, la 5e année où on se donne comme exercice d'arriver à faire animer le débat autour des décisions budgétaires, des grands enjeux qu'on doit faire face. Alors comme Daniel le disait à l'instant, donc cette année c'est un petit peu différent sur l'angle qu'on a choisi de prendre. La raison principale, c'est la raison conjoncturelle, du fait qu'au vu de l'ampleur du choc que représente le choc du coût des prix de l'énergie, de l'inflation qui en a résulté, donc de la nature même des mesures qui ont été mises en place, comme le bouclier tarifaire, faire une analyse fine, chirurgicale, par centième de la population des effets du système socio-fiscal apparaissait complètement déplacé, décalé, et voire impossible au vu des données dont on peut disposer pour savoir la façon dont les ménages pouvaient par exemple être affectés par ce choc-là. Et puis, de façon plus fondamentale, notre perspective est que ce choc de la crise énergétique, c'est pas juste un choc d'une sorte d'actualité liée à la guerre en Ukraine. Il y a une question beaucoup plus fondamentale sur le type d'outils de politique économique qu'on va pouvoir mettre en place dans la perspective de long terme du changement climatique et donc des nécessaires transformations de notre utilisation de nos besoins en énergie. Et ça veut dire qu'une partie de la discussion qu'on va amener avec les approches de la macroéconomie, les approches des analyses micro sur les ménages et les entreprises, vont essayer de donner du cœur au débat fondamental sur le type d'outils nécessaires pour arriver à réaliser ces transformations sur le plus long terme et faire face au choc à court terme. Nous aurons à l'issue de ces présentations un débat qui va être animé par François Langlais, qui n'est pas encore là, mais qui je remercie à nouveau d'animer le débat entre du coup le président de la commission des finances, M. Éric Coquerel, et le rapporteur général du budget, M. Jean-René Cazeneuve, qui, par le temps du débat, permettront d'aller sur le fond, sur les grands objectifs, les grands débats fondamentaux qu'on peut avoir sur le bon usage de ces outils. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à
François Langot, le directeur de l'Observatoire macro du CEPREMA, qui va vous présenter l'approche macroéconomique qui est ici fondamentale pour essayer de comprendre la nature du choc et les possibles réponses de politique économique. Nous enchaînerons ensuite sur une présentation de la partie ménage, la façon dont les ménages sont traités donc qui sera présenté par Brice Fabre et Chloé Lallemand, avant de finir par la présentation du choc concernant les entreprises et l'hétérogénéité de ce choc au sein des entreprises, qui sera présenté par Arthur Goyezik et Paul Dutronc-Postel. Et sans plus tarder, François, nous passons à cette présentation. Merci. Bonjour à tous, merci d'être ici. Donc moi je vais vous présenter la partie macro, comme l'a précisé Antoine. Donc la partie macro, elle vise a priori à évaluer quel est l'impact sur le PIB, l'inflation, la dette publique, et là éventuellement je vais aussi vous présenter les développements qu'on a fait pour avoir aussi l'impact sur les inégalités. Alors, les questions qu'on va aborder dans cette présentation sont assez simples finalement. C'est d'une part, quelle est l'ampleur du choc de la crise énergétique, donc ça on va regarder rapidement quelques données, et ensuite je vais essayer de vous présenter la manière dont on a eu, nous, macroéconomistes, d'évaluer l'impact du bouclier tarifaire, que ce soit sur les grands agrégats économiques, mais également quelle est son incidence sur les inégalités de pouvoir d'achat que l'on va mesurer ici par les inégalités de consommation des ménages, puisque la consommation c'est ce qui rentre dans le bien-être des agents dans nos modèles et dans nos évaluations. Ensuite, ce que je vais vous proposer de faire, c'est quelques scénarios un petit peu alternatifs qui seraient qu'est-ce qui se serait passé si on avait adopté une autre politique. Et en particulier, on regardera deux politiques particulières qui seraient est-ce qu'il serait intéressant d'indexer les salaires sur l'inflation, qui est une des questions qui est posée dans le débat actuel. Et enfin, une dernière variante du modèle sera consacrée à l'évaluation, non pas d'une politique d'offre telle que peut l'être considéré le bouclier tarifaire, mais plutôt à une politique de demande avec une partie redistributive de cette politique de demande. Donc je vais commencer rapidement par voir quelques indicateurs qui peuvent nous donner quelle est l'ampleur de la crise énergétique. Donc là, je vous ai représenté l'évolution de l'inflation depuis, en gros, l'entrée dans l'euro. Donc comme vous le voyez, la courbe en noir qui représente l'inflation en France depuis son entrée dans l'euro a toujours été approximativement dans le range, dans l'ensemble des variations observées en Europe. Et comme vous le voyez, sur la fin de l'échantillon, donc à partir de la fin de 2020, l'inflation commence à beaucoup croître dans tous les pays européens, et la France se distingue particulièrement de ce groupe de pays, puisque en 2022, aujourd'hui, là, on a en France 6% d'inflation, en Allemagne il y en a 8%, et aux Pays-Bas il y en a 12%. Donc effectivement, on a une particularité française au niveau de l'inflation, avec une économie qui se distingue avec beaucoup moins d'inflation que dans le reste de la zone euro. Alors, malgré cette inflation modérée, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est un peu les ordres de grandeur. Le prix du pétrole a été multiplié par 2,6 depuis la fin 2020, donc c'est un gros choc, c'est une variation très importante. Ce qui a conduit évidemment l'inflation à énormément croître depuis 2020, elle est passée de 0,5 à 2,1, puis aujourd'hui à 6,2, donc c'est quand même un impact sur l'inflation qui est assez important, mais surtout, cet impact inflationniste a aussi eu beaucoup d'impact sur les quantités, puisque on était passé, je vous rappelle, aux prévisions sortie de crise Covid à des taux de croissance prévus pour 2022 de l'ordre de 6 et pour 2023 de l'ordre de 3,7 à 4, et finalement aujourd'hui, les prévisions de croissance ne sont plus que de 2,8 et 1% pour 2023. Donc effectivement, là, ce qu'il faut voir, c'est que cette crise énergétique a vraiment stoppé la reprise post-Covid qu'on envisageait tous lors de la dernière présentation l'année dernière. Ensuite, évidemment, vous avez tous en tête que cette crise, qui est une crise globale du prix de l'énergie, n'affecte pas tout le monde de la même manière, puisqu'évidemment, ça dépend de la part de l'énergie dans votre budget, et évidemment, vous avez tous en tête que cette part de l'énergie est beaucoup plus importante chez les ménages défavorisés que chez les ménages relativement favorisés, donc évidemment, ça aura aussi des impacts assez importants sur les inégalités qu'on essaiera de discuter. Enfin, juste pour vous rappeler les enjeux, c'est que évidemment ce choc a causé une hausse assez forte de l'énergie, de l'inflation, pardon, et au même moment, on n'observe pas que dans les pays où il y a beaucoup d'inflation, il y a énormément de demandes, donc ce n'est pas vraiment un choc de demande, on voit bien que c'est un choc d'offre où finalement les prix augmentent,
et les quantités échangées sont relativement faibles et diminuées. Donc le gouvernement a proposé dans ce contexte une nouvelle politique qui consistait finalement à amortir l'impact de la croissance des prix de l'énergie en instaurant un bouclier tarifaire, donc ce qui est une sorte de subvention finalement au prix, aux achats énergétiques. Donc comment évaluer ce bouclier? Donc ce qu'on va faire, c'est, on va d'abord évidemment contextualiser. Donc le contexte, ce sont des variables exogènes qu'on va prendre comme des informations. Donc les informations qu'on a, c'est l'évolution observée du prix du pétrole et puis sa projection. N'oubliez pas que dans le projet de loi de finances, on a un accroissement prévu du prix du pétrole qui est assez important jusqu'à la fin 2022. Et puis à partir de 2022, on a une légère baisse de ce prix. Et en 2023, la baisse s'accentue et on arrive à un palier du prix de l'énergie aux horizons de 2025 relativement plus élevé qu'en 2020. Donc on a une sorte d'effet de bosse sur l'évolution du prix de l'énergie. Mais ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que finalement en 2023, on est plutôt dans un contexte où les prévisions sont une baisse assez lente des prix de l'énergie. Évidemment, on contextualise aussi avec ce qu'il y a dans le PLF. Donc on sait comment le gouvernement va prévoir d'augmenter ou de réduire ses dépenses publiques. Donc ça, on a mis ça aussi dans notre modèle, donc les évolutions de dépenses publiques. Donc ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est que le gouvernement prévoit dans sa dépense publique 2022, 2023, 2024 une dépense publique qui est un petit peu au-dessus de son niveau précédent. Donc il y a quelques accroissements de dépenses publiques dans le budget du gouvernement encore aujourd'hui. Et enfin, dernière information que l'on prend dans le budget du gouvernement, il y a la prévision de budget consacré au bouclier tarifaire. Pour évaluer tout ça, on met tout ça dans un modèle qui a un nom un peu bizarre qui s'appelle CEPREANG, donc CEPRE c'est pour CEPREMAP, et ANG c'est parce qu'on va essayer de prendre en compte des agents hétérogènes dans un contexte où on tient compte des effets de boucle prix-salaire dans l'économie. Donc ce qu'on va essayer de prévoir, c'est les grands agrégats, le PIB, les salaires, l'inflation, les heures travaillées, la consommation évidemment et l'évolution de la dette publique étant donné les comptes de la nation. Et on essaiera aussi d'avoir un regard sur les inégalités, leur dynamique au cours de ces transitions à venir. Donc en particulier, on verra les inégalités salariales, les inégalités de patrimoine et les inégalités de consommation. Et on tiendra compte évidemment aussi du fait que la Banque centrale européenne peut éventuellement avoir un degré de réponse sur son taux d'intérêt nominal en fonction des évolutions de l'inflation au sein de la zone euro. Bien sûr, la France, c'est pas l'Europe, donc l'évolution de l'inflation française ne comptera que pour le poids de la France dans la zone euro. Et donc on prévoira l'évolution des grands agrégats et des inégalités dans ce contexte-là. Et donc on peut alors faire deux scénarios contrefactuels qui seraient qu'est-ce qui se serait passé si la France n'avait pas mis en place ce bouclier tarifaire en 2022 et en 2023. Ou, alternativement, puisque 2022 est quasiment fini, on peut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passerait en France si on ne reconduisait pas en 2023 le bouclier tarifaire. Donc ça va nous donner en gros une sorte de double évaluation du bouclier tarifaire, le bouclier tarifaire dans son ensemble, et puis la reconduction du bouclier tarifaire en 2023. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces scénarios? Quand on regarde le scénario vert, qui est le scénario avec bouclier tarifaire en 2022 et en 2023, donc le projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale, dans ce scénario, on s'aperçoit que finalement la croissance est relativement forte par rapport au choc. On garde quasiment, on a 2,8 de croissance en 2022 et 1 point de croissance en 2023, avec une inflation qui est relativement modérée quand on voit celle qu'il y a chez nos partenaires, et des pertes de pouvoir, et par contre des pertes de pouvoir d'achat pour les ménages quand on regarde l'évolution de leur consommation. Maintenant, quand on regarde ce scénario, il faut évidemment le comparer à qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place ce bouclier tarifaire. Donc là, vous voyez immédiatement que la croissance aurait été beaucoup plus faible, puisqu'on aurait perdu quasiment 1,6 de croissance la première année, et la deuxième année, on serait resté à peu près équivalent, mais bon, sur l'ensemble des 2 années, on aurait perdu énormément de croissance. La deuxième chose qu'il faut que vous remarquiez immédiatement, c'est que sans le bouclier tarifaire, l'inflation aurait été beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que la boucle prix-salaire se serait mise en route, et là, du coup, l'inflation liée au choc énergétique aurait poussé à la hausse l'inflation la première année,
Et la deuxième année, même si les prix du pétrole et les prix de l'énergie sont prévus comme étant relativement modérés, une hausse modérée, voire une baisse, la boucle prix-salaire s'étant mis en route la première année, bien évidemment, la deuxième année, on aurait une inflation relativement soutenue en 2023. Ce qui fait que cette boucle prix-salaire, vous voyez que lorsque j'enlève le bouclier tarifaire uniquement en 2023, donc ça c'est la dernière ligne d'ici du tableau, vous voyez que évidemment quand j'ai le bouclier tarifaire en 2022, je garde évidemment la même inflation que lorsque je le mets en 2022 et en 2023. Et ce qui est intéressant comme résultat, c'est de voir que finalement, même quand j'enlève le bouclier tarifaire qui mécaniquement me crée de l'inflation puisque j'augmente les prix du pétrole vu que j'ai enlevé la subvention, eh bien, vous voyez que là, ici, j'ai une inflation finalement relativement modérée par rapport au premier scénario qui était à 6,4 quand j'enlève le bouclier tarifaire sur les 2 années. Pourquoi? Parce que, évidemment, la première année, comme j'avais le bouclier tarifaire, la boucle prix-salaire ne s'est pas mise en route. Et donc, je pars d'un niveau d'inflation relativement faible, modéré du fait du bouclier tarifaire. La boucle prix-salaire ne se met pas en route. Et donc, du coup, j'ai une inflation plus modérée que si je n'avais pas mis le bouclier tarifaire sur les 2 années. En revanche, évidemment, si vous voyez immédiatement que lorsque j'enlève le bouclier tarifaire, si je ne reconduis pas le bouclier tarifaire en 2023, bien, la croissance est beaucoup plus faible. Donc là, je me heurte à un problème qui est que du coup, les ménages ont moins de demandes. Vous voyez que la consommation des ménages baisse beaucoup plus. Et donc, du coup, la trajectoire de croissance de l'économie est moins bonne dans ce scénario. Et même si finalement le coût budgétaire du bouclier tarifaire est évité de par la non-reconduction du bouclier tarifaire en 2023, le fait que j'ai moins de croissance en 2023 et en 2024, etc., fait que, à long terme, le ratio dette sur PIB ne sera pas amélioré, même par l'économie immédiate du bouclier tarifaire en 2023. Donc ça, c'est un résultat qui est assez intéressant. Vous voyez que finalement, en se privant du bouclier tarifaire en 2023, finalement, on n'aurait pas une situation budgétaire à long terme qui serait meilleure, et on aurait effectivement, du fait de ce déficit de croissance. Maintenant, si on regarde les inégalités, vous voyez immédiatement que si j'enlève le bouclier tarifaire, évidemment, ceux qui perdent le plus sont évidemment les ménages défavorisés, et en particulier les ménages qui se situent juste en dessous du salaire médian, hein, qui sont les ménages en fait pour lesquels la part du travail dans les revenus est assez importante, et évidemment quand je crée moins de croissance, j'ai moins d'emplois, et donc ces ménages-là qui sont les plus fragiles, bah, du coup ont des pertes de pouvoir d'achat qui sont les plus importantes du fait que j'ai renoncé à des points de croissance. Et évidemment les ménages qui sont les plus pauvres sont un petit peu plus à l'abri du fait que dans leurs revenus totaux, la part des transferts est beaucoup plus importante, et comme ces transferts sont indexés sur l'inflation, du coup, ils perdent un petit peu moins de pouvoir d'achat que les gens qui sont juste en dessous du salaire médian. Donc ça, c'est une première indication aussi assez intéressante sur l'effet redistributif du bouclier tarifaire qui permet finalement à certaines personnes, en particulier le milieu un peu moins, d'avoir finalement été abrité par cette politique. Alors, ok, ça c'est ce que prévoit le PLF. Maintenant, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'on pourrait améliorer le résultat du PLF avec d'autres politiques? Donc effectivement, il y a dans le débat actuel, il y a un débat qui porte sur le fait qu'on pourrait réactiver la boucle prix-salaire et permettre aux salariés d'avoir des gains de pouvoir d'achat via l'indexation de leurs salaires nominaux sur l'évolution des prix. Donc ça, ce que l'on fait, c'est assez simple, hein. On resimule le modèle en imaginant que les salaires nominaux ne vont mettre qu'une année à s'ajuster à la trajectoire de prix, alors que dans l'estimation de référence, les salaires nominaux s'ajustent au bout de 4 ans à la trajectoire de prix. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe une petite catastrophe, hein, puisque évidemment, quand je mets en route la boucle prix-salaire, j'active dès le départ l'inflation. Donc du coup, je me mets quasiment dans un scénario, dans un scénario où le niveau d'inflation est quasiment le même que son bouclier. Et là, du coup, les entreprises subissent des accroissements de salaire réel importants. Et donc, du coup, en termes de croissance, on y perd, et du fait de la réduction du nombre d'heures travaillées totales dans l'économie. Donc, évidemment, pour le salaire réel horaire, l'indexation des salaires est très bonne, mais en termes de masse salariale totale distribuée, comme l'emploi s'est réduit, du fait
de fait, la croissance est moindre, la demande est moindre, et donc je perds globalement en pouvoir d'achat de par le moindre nombre de personnes en emploi suite à une plus forte indexation. Et bouclier, bien sûr. Là, bien sûr, oui, Daniel a raison, c'est que là, je n'enlève pas le bouclier, hein, j'accompagne le bouclier d'une indexation des salaires. Ok, donc là, vous voyez, conclusion, c'est moins efficace sur la croissance, et puis finalement, à long terme, on s'aperçoit aussi que cette politique est très risquée pour la dette publique, vu qu'on perd de la croissance, eh bien, à long terme, le ratio dette sur PIB augmentera encore davantage que ce qui est prévu du fait du bouclier tarifaire et de son coût pour les finances publiques, de 2 points. Ok, donc ça c'est un premier scénario qui n'est pas forcément très positif, et pour les inégalités, on s'aperçoit aussi que l'indexation salariale n'a pas de très grande vertu redistributive, hein, puisqu'en fait elle redistribue à peu près à tout le monde, parce que les salaires réels sont tous indexés. Le petit truc, c'est qu'effectivement, c'est un peu meilleur pour les gens pour lesquels le salaire représente une plus grande part du revenu total. Donc évidemment, ces gens-là sont plutôt des gens en dessous du salaire médian. Donc évidemment, il y a un tout petit effet redistributif via l'emploi, ce qui est assez minime finalement. Donc l'indexation, on y perd au niveau macro, et au niveau micro, on ne regagne pas vraiment en redistribution. Donc on se dit, politique alternative, comme le bouclier tarifaire ne marche pas si mal, l'indexation, c'est a priori pas très positif, donc on pourrait dire, changeons carrément notre fusil d'épaule, et plutôt que de faire une politique d'offre accompagnée d'indexation, on peut finalement faire autre chose qui est une politique redistributive de demande, et donc prendre le budget total consacré au bouclier tarifaire et redistribuer aux ménages des transferts qui leur permettent d'avoir plus de demandes et plus de pouvoir d'achat. Donc comment on fait cela? Alors on fait cela en s'imaginant la chose suivante. On se dit, dans les ménages, dans le budget des ménages, il y a la consommation d'énergie, et on peut considérer qu'une partie de cette consommation d'énergie est incompressible au sens où on ne peut pas priver les ménages d'un certain niveau de chauffage, d'énergie, qui est le minimum pour survivre. Donc pour calibrer ça, on se dit qu'à peu près 20% de la consommation d'énergie de l'individu moyen dans la société ne peut pas être supprimée. Donc on calibre ce niveau de consommation incompressible et on le met identique pour tous les ménages. Et là, ce qu'on propose de faire, c'est de subventionner pour tout le monde cette consommation incompressible. Donc elle est financée par le gouvernement via un transfert. Donc évidemment, cette politique est redistributive. Pourquoi? Parce que les ménages qui ont une plus grande part de l'énergie dans leur panier, du coup, reçoivent proportionnellement une plus grande subvention. Donc cette politique est redistributive, et c'est une politique de demande au sens où je distribue des transferts à tout le monde. Quel que soit votre niveau de revenu, je donne à tout le monde exactement la même somme, qui est le montant de la consommation incompressible en énergie. Donc quand je fais ça, alors, juste une petite remarque avant de commencer, quand je fais ça, évidemment, vous voyez que cette politique, elle est beaucoup moins coûteuse que le bouclier tarifaire, puisque ça représente un coût budgétaire qui est de l'ordre de 25% du bouclier tarifaire. Quand je fais cela, là, je détériore aussi beaucoup les résultats. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je distribue de l'argent aux ménages, ça amortit du coup un peu mieux la baisse de consommation des ménages, mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins efficace pour la croissance, donc je perds de la croissance du fait que les prix de l'énergie sont toujours à leur niveau, par contre là, non subventionnés, et donc il y a une perte de croissance pour les entreprises, parce qu'il faut payer ces prix beaucoup plus cher. Donc là, on s'aperçoit que même si j'ai un coût budgétaire beaucoup plus faible, le fait d'avoir généré beaucoup moins de croissance fait qu'à long terme, mon ratio dette sur PIB sera aussi détérioré. Comme vous le voyez ici, là je suis à 119 de ratio dette sur PIB en 2027, alors que dans le scénario avec bouclier tarifaire, j'étais à 112% de dette sur PIB. Alors évidemment, par contre, ce scénario a des vertus, évidemment. C'est des vertus assez intuitives que vous avez tous en tête, c'est qu'évidemment, quand je redistribue des sommes assez importantes pour les ménages, je peux être en mesure d'amortir énormément le choc pour les plus pauvres, et quasiment en deuxième année, en 2023, la consommation des ménages les plus pauvres pourrait même se voir augmenter par rapport aux autres situations des ménages au-dessus de la moyenne qui, eux, auraient une consommation qui, elle aussi, diminuerait. Donc ce mécanisme est effectivement fortement redistributif. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que c'est une redistribution qui se fait quand même dans un contexte de dépression, puisque la consommation moyenne
baisse plus que dans le scénario de référence. Donc, conclusion, on a finalement on a discuté ensemble de 4 scénarios. Le scénario de référence, qui est le scénario que le Parlement a adopté finalement, c'est le scénario avec bouclier tarifaire en 2022 et 2023. Ce scénario finalement est celui qui paraît être le meilleur compromis dans le sens où il préserve la croissance, il arrive à peu près à contenir l'inflation et à pas dynamiser la boucle prix-salaire, donc l'inflation finalement reste relativement contenue. Effectivement, par contre, il n'arrive pas à contenir les pertes de pouvoir d'achat, mais finalement, aucun des scénarios que l'on a envisagés arrive à une croissance de la consommation qui soit de zéro, donc j'arrive pas à ne pas avoir de perte de consommation et donc de perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des ménages. Et on s'aperçoit aussi que finalement, si on regarde en termes de finances publiques uniquement l'implication des différents scénarios, on s'aperçoit que c'est finalement le scénario qui a l'accroissement de dette sur PIB le plus modéré, sachant qu'évidemment, l'accroissement de dette sur PIB le meilleur est de ne rien faire, de ne pas dépenser ces 100 et quelques milliards sur 2 ans. Donc ça, effectivement, on s'aperçoit que finalement, en termes d'efficacité économique, ce scénario n'est dominé par aucun autre, puisque finalement les autres ont ce défaut un peu particulier qui est qu'ils génèrent beaucoup d'inflation par la demande qu'ils peuvent créer, et donc du coup mettre en route cette boucle prix-salaire qui détruit de temps en temps des emplois, puisque les salaires réels, effectivement, horaires augmentent, mais le nombre d'emplois dans l'économie baisse. Et donc là, évidemment, ça réduit du coup l'impact en croissance. Donc voilà ce qu'on a fait à l'Observatoire Macro. Et donc, notre conclusion générale est de dire que finalement, ce bouclier tarifaire est visiblement le meilleur compromis pour préserver à la fois la croissance et les finances publiques dans ce contexte particulier de crise énergétique. Moi, je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter maintenant l'analyse de côté ménage. Enfin, on dit ménage, mais en fait ça va être très complémentaire de la partie macro. Donc nous, on s'est posé la question de l'hétérogénéité de l'exposition entre les ménages à la hausse des prix de l'énergie. Et face à ce constat de l'hétérogénéité, quelles sont les interventions possibles pour les ménages? Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec mes collègues Paul Dutroux-Postel, Brice et Florian Jacquin. Donc, je vais répéter un peu ce qui s'est dit dans la présentation précédente, mais en brève introduction et contexte. Donc, on est dans une crise énergétique et inflation depuis plusieurs mois, avec une inflation qui, en octobre 2022, est de 6,2% par rapport à octobre 2021, et avec une part de l'énergie, une contribution de l'énergie pour cette inflation de 27%, donc une part importante. Face à ce constat, on s'est posé la question donc quels sont les enjeux redistributifs de cette inflation pour les ménages en termes d'exposition au risque et face à cette hétérogénéité de l'exposition, quels sont les dispositifs possibles à mettre en place en termes d'efficacité et de redistribution. Donc cette présentation se partage en 2 parties. Une première partie que je vais présenter sur le choc énergétique de 2022 sur les ménages et une deuxième partie présentée par Brice sur les interventions possibles. Donc le choc énergétique de 2022 sur les ménages, donc un premier graphique qui complète le graphique de la partie précédente sur le choc d'inflation depuis 2020. Donc on constate une inflation qui augmente depuis 2021 après une période plutôt stable en 2020. Et donc ce qu'on a représenté là, c'est la contribution des 5 grands postes de consommation dans l'inflation, et on constate que l'énergie, donc en rose, contribue fortement à l'inflation depuis 2021, avec une part qui est de plus de 50% sur l'année 2021 et qui diminue un petit peu en part en 2022, mais qui reste toujours très importante. Et donc l'énergie a une part importante dans cette inflation. Donc qu'est-ce qu'on a fait face à cette constatation de l'inflation? Donc on a utilisé l'enquête budget des familles 2017 de l'INSEE, qui est une enquête qui sont la seule source de données qui renseigne à la fois de façon très précise
la consommation des ménages par poste, mais et sur un ensemble de ménages représentatifs de la population française, mais qui renseigne également tout un tas d'autres caractéristiques sur les ménages, notamment les revenus, et qui vont permettre de faire donc une analyse en fonction de ces autres caractéristiques. Et on a appliqué à cette enquête, et donc les postes de consommation qui sont renseignés dans cette enquête, la consommation des ménages de septembre 2022 par rapport à septembre 2021 sur 12 mois glissants. Et de façon assez précise, puisqu'on a pu regarder les impacts au troisième niveau de la COICOP, donc appliquer des taux différenciés d'inflation selon les postes de consommation. Et ensuite, on a regardé les différentiels de dépenses de consommation entre les nouveaux prix et les anciens prix au niveau des ménages. Donc les hypothèses qui sont derrière ça, c'est que l'on regarde la consommation représentative de l'année 2017, puisque c'est la dernière année de données que l'on a, et on ne prend pas en compte les effets de comportement, c'est-à-dire les ajustements possibles de niveau de consommation des ménages, mais ce n'est pas un problème parce que c'est une bonne approximation du choc de bien-être que cela implique, que la hausse des prix implique pour les ménages. Ensuite, on a regardé différents niveaux d'hétérogénéité. L'hétérogénéité verticale en fonction du revenu, donc on a classé les ménages en fonction de leurs revenus en quintiles, donc on a fait 5 groupes de revenus, mais aussi l'hétérogénéité horizontale, c'est-à-dire qu'au sein de chaque catégorie de revenus, on a regardé différentes sous-populations, et notamment 2 sous-populations, en fonction des tranches urbaines où habitent les ménages et en fonction de la taille du ménage. Donc, premier graphique sur l'effet global du choc de 2022 sur les ménages. Donc là, c'est un graphique qui représente les ménages en quintile de niveau de vie. Donc chaque quintile contient 20% de la population. Et on a représenté le choc d'inflation en premier en part du niveau de vie. Donc c'est la courbe pointillée que vous voyez là. Et on constate que cette courbe diminue en fonction du niveau de vie. Donc les ménages avec les revenus les plus faibles sont les plus touchés. Mais par contre, si on regarde donc la courbe pleine qui représente en part de la consommation initiale cette fois, on constate que cette courbe est beaucoup plus stable en fonction du revenu. Donc qu'est-ce que cela nous apprend? C'est que les ménages avec les revenus les plus faibles ont une propension à consommer qui est plus importante et qui sont en part de niveau de vie beaucoup plus exposés au choc. Donc maintenant, si on regarde par différentes sous-catégories, donc là par exemple par tranche d'aire urbaine, donc ce sont les mêmes quintiles que dans le graphe précédent, on a toujours gardé la division sur la population totale, et au sein de chaque quintile, on a créé 2 sous-groupes. Un groupe en bleu clair pour les personnes qui habitent dans les plus grosses aires urbaines, les aires urbaines qui comprennent plus de 500 000 habitants, et en bleu foncé, le reste de la population, donc les personnes qui habitent dans les aires urbaines de moins de 500 000 habitants ou hors aires urbaines. Et ce qu'on constate, c'est que, effectivement, le choc d'inflation n'est pas la même pour ces 2 types de ménages, avec des personnes qui habitent dans les plus grosses aires urbaines qui sont moins touchées, à la fois en part du niveau de vie, les courbes en pointillés, et en part de la consommation. La différence en part de la consommation est plus grande, ce qui nous indique notamment que les paniers de consommation ne sont pas les mêmes et qu'il y a des différences de consommation entre ces catégories qui font qu'ils ont une exposition au choc qui est différente. Voilà. Et un deuxième graphique, donc exactement la même méthodologie que le graphique précédent, mais cette fois par type de ménage. Donc en bleu foncé, les ménages qui sont petits avec 1 ou 2 personnes, et en bleu clair, les ménages plus gros avec plus de 3 personnes. Et là, on retrouve de la même manière une hétérogénéité horizontale dans l'exposition au risque, avec des ménages plus petits qui ont un plus fort choc d'inflation. Donc ce que nous montre cette première partie descriptive sur le choc d'inflation en 2022, c'est qu'on observe une hétérogénéité à la fois horizontale et à la fois verticale. Et donc face à ce constat, Brice va vous présenter quelles sont les interventions possibles face à ce choc. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Ce que je vais vous présenter, c'est un peu de réflexion sur les dispositifs, les interventions possibles face à cette inflation et au regard de l'hétérogénéité d'exposition qu'il y a entre les ménages pour cette inflation. Donc on recense de quels instruments
dispose l'État et quels instruments a notamment utilisé l'État depuis le début de cette crise. Donc on en recense deux. D'abord, jouer sur les prix, donc des mesures sur les prix. Donc ça consiste donc à maintenir les prix à un niveau inférieur à celui du marché. Donc soit vous gelez les prix, soit vous les laissez augmenter, mais moins que ce qu'ils auraient augmenté si vous les avez laissés filer avec le marché. Et donc ces mesures sur les prix donc, ciblent indirectement en fonction de la consommation, donc la subvention implicite que vous recevez est une fonction croissante de votre consommation. Mais alors un point important, c'est que donc, avec ces mesures, donc, on ne peut pas faire jouer le signal prix. Donc lorsqu'un prix augmente, donc, ça renvoie donc, à l'information, notamment à la rareté d'un bien, et normalement donc, les ménages s'ajustent lorsqu'ils le peuvent en baissant leur consommation. Si vous laissez les prix à un niveau artificiellement bas, eh bien, vous empêchez ces mécanismes de jouer. Les ménages n'ajustent pas ou pas totalement leur consommation, comme l'indurait la hausse des prix du marché. Et puis un deuxième aspect, c'est donc un peu, qui est d'ordre redistributif, c'est qu'une même unité de consommation va bénéficier du même soutien, quels que soient les volumes consommés et quelles que soient les caractéristiques du consommateur. Donc là, il s'agit du bouclier tarifaire ou des remises à la pompe. La deuxième catégorie sont des aides monétaires ciblées. Alors en fonction du revenu, ça peut être aussi en fonction d'autres caractéristiques observables. Donc là, un point important, c'est qu'avec ces aides, le signal prix peut fonctionner. Si vous donnez une aide monétaire à un ménage, donc vous soutenez ce ménage, mais si vous ne jouez pas sur les prix à côté, donc le ménage qui reçoit ce transfert fait quand même face à des hausses de prix. Et donc peut quand même modifier ses arbitrages en termes de consommation. Donc vous pouvez aussi donc, faire un ciblage qui est de notre type, en fonction de la consommation, donc par exemple en fonction du revenu, donc pour des considérations redistributives, mais aussi pour permettre de se focaliser sur les ménages qui peuvent le moins s'adapter. Car ici, donc, un point central, c'est qu'on se focalise sur des mesures transitoires. Donc la question, c'est quel dispositif mettre en place lorsqu'on a un choc qui arrive d'un coup et que les ménages ou certains ménages ne peuvent pas s'adapter dans l'immédiat. Et donc le revenu peut être une approximation du degré d'adaptation, de capacité d'adaptation des ménages. Enfin, c'est quelque chose qui est connu dans la littérature. Les élasticités des ménages sont une fonction qui est décroissante de leur revenu. Donc pour ces aides monétaires ciblées, donc on pense à l'indemnité inflation de 2021, à la prime exceptionnelle de rentrée, ou encore au chèque énergie exceptionnel. Donc pour l'exercice de simulation que l'on réalise, l'objectif est le suivant. Donc quelles sont les implications budgétaires et redistributives de ces deux types d'instruments? Donc là, on se focalise non pas sur l'inflation réalisée, comme ça a été présenté précédemment, mais par l'inflation prédite de 2023, mais sans prolongation du bouclier tarifaire. Donc on utilise toujours l'enquête budget des familles 2017, alors avec moins de granularité qu'habituellement, ce ne sont pas des données administratives, et nous simulons deux mesures. Deux mesures fictives donc, pour illustrer donc, les arbitrages qui sont en jeu. Premièrement, un gel des prix. Donc on gèle les prix tout simplement. Et donc en fait, la subvention implicite que reçoivent les individus, c'est le montant de dépenses supplémentaires que les individus devraient donc engager à consommation constante. Et puis la deuxième, donc c'est une subvention, donc ça rejoint la première partie macro, c'est une subvention uniforme. Donc on prend, en fait, on dit, voilà, regardons la dépense qu'implique le gel des prix à consommation constante, et redistribuons cette masse totale sous la forme d'une subvention uniforme qui en fait cible en fonction des revenus, parce que donc un même montant est d'autant plus important en pourcentage des revenus que les revenus des ménages sont faibles. Donc ici, donc, ce premier graphique donc, vous montre pour les mêmes quintiles de revenus donc quel est le montant de subvention implicite impliqué par le gel des prix. Donc par exemple, 0,05, c'est 5%. Ça veut dire que la subvention implicite que vous recevez, si vous ne changez pas votre consommation, représente 5% de votre niveau de vie. Et donc ce qu'on voit, c'est que donc, cette aide est progressive, c'est-à-dire que la part dans les revenus est d'autant plus importante que le quintile est faible. Donc ça renvoie au fait que le choc d'inflation, énergie, est d'autant plus important que le niveau de revenu des ménages est faible. Si maintenant on prend, donc ça c'est pour le gel des prix, si maintenant on prend le transfert forfaitaire, donc on voit que c'est une mesure qui est plus progressive, donc là on cible en fonction du revenu, donc là on a une aide qui va jusqu'à 8,3% pour le premier quintile, donc au-dessus du gel des prix, pour se situer en dessous de la subvention implicite du gel des prix pour le dernier quintile, pour les 20% des ménages les plus modestes. Et ça c'est pour l'hétérogénéité.
et c'est le même montant budgétaire, exactement. Tout est à budget constant ici. Et donc ça, c'est pour l'hétérogénéité donc horizontale, c'est-à-dire au sein d'une même catégorie de revenus. Donc on prend donc les mêmes catégories que précédemment, donc 1 ou 2 personnes versus 3 personnes et plus. Les 3 personnes et plus sont des ménages pour lesquels les économies d'échelle sont potentiellement plus importantes, et donc avec moins d'exposition à l'inflation. Donc là, pour ce qui est de la subvention, les courbes en pointillés, donc la bleue et la noire, qui renvoient aux deux groupes, donc sont superposées. Pourquoi? Parce que là, il s'agit du même dispositif, c'est le même montant que vous versez à tout le monde, donc la part dans leur revenu est donc identique. Par contre, là, les différences, eh bien là, elles se trouvent au niveau du gel des prix. Pourquoi? Parce que là, c'est un dispositif dont la subvention implicite que vous recevez dépend de la structure de votre consommation. Mais le point qui est important ici, c'est que, par exemple, si vous prenez le deuxième quintile, vous voyez que pour la courbe noire, donc pour les 1 ou 2 personnes, l'aide moyenne pour les deux dispositifs est la même. Mais ce qui va en fait impliquer que si vous prenez donc une subvention, vous aurez en fait nécessairement, au sein de cette même catégorie, et là on parle du deuxième quintile, qui seront surcompensés et d'autres qui seront sous-compensés. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez le dernier quintile, donc la courbe bleue, les 3 personnes et plus, vous avez des aides qui en moyenne en fait sont relativement similaires. Ce qui veut dire que en fait, si vous versez le même montant de subvention à toute personne au niveau de ce 5e quintile, certaines seront surcompensées et d'autres sous-compensées. Et donc justement, pour la même masse de dépenses budgétaires, au final, si on cible en fonction du revenu, en fait c'est un ciblage qui n'est que partiel. Ou en fonction de la structure des revenus qui est en fait assez hétérogène à revenu constant, vous allez engendrer des surcompensations et des sous-compensations. Alors ici, donc, qualitativement, en fait, l'histoire est similaire. Là, il s'agit donc des ménages vivant dans des aires urbaines à plus de 500 000 habitants versus des autres. Et donc là, on voit des effets qui sont du gel des prix, qui sont en fait assez différents entre les deux groupes. Et pareil, si l'on prend le deuxième quintile ou le dernier quintile, vous aurez forcément, avec la subvention implicite, des ménages qui seront surcompensés, d'autres qui seront sous-compensés. Alors, ici, donc, le texte précédent, ça répétait ce que je viens de dire. Ici, donc, on regarde un peu plus en détail cette hétérogénéité horizontale. Parce que, donc, un enjeu avec l'enquête budget des familles, c'est que chaque ménage, en fait, on aurait pu dire, en fait, c'est quoi les différents degrés d'exposition des ménages au sein d'un même quantile, plutôt que de ventiler 3 personnes et plus, 1 ou 2 personnes. Le problème, c'est qu'au sein de l'enquête budget des familles, vous êtes interrogé sur votre consommation pendant une semaine de référence. Donc on ne peut pas prendre en compte vraiment la consommation micro en fait pour un ménage donné. Mais par contre, si on se focalise sur une vague de l'enquête, où les ménages ont été interrogés à la même période, disons par exemple en hiver, là les consommations de différents ménages sont vraiment comparables. Alors on a moins d'observations malheureusement, donc c'est un graphique qui est à prendre avec un peu plus de précaution. Mais là ici, ce que l'on montre, c'est que si l'on prend toujours l'inflation énergie, que l'on prend toujours les mêmes quintiles de revenus, et là, on voit donc, en fait, on calcule le choc d'inflation qui correspond à la subvention implicite du bouclier tarifaire si vous ne changez pas votre consommation. Et bien là, on représente la moyenne de ce choc, on représente le 40e centième et le 60e centième, donc on est quand même assez conservateur, hein, on ne prend pas les extrêmes de la distribution à l'intérieur d'une même catégorie de revenus. Ben vous voyez quand même qu'il y a des écarts qui sont considérables. Donc si vous ciblez en fait en fonction du revenu, en fait, il y aura des diversités qui seront énormes. Et donc le revenu, en fait, ne suffit pas pour cibler, alors qu'en fait, c'est la variable qui est principalement utilisée, en France comme ailleurs, pour cibler et pour le soutien aux ménages. Donc, quelle perspective, en fait, par rapport à ça? On pourrait, en fait, tout simplement combiner dans le ciblage revenu et consommation individuelle. Mais ce qui n'est pas possible, en fait, aujourd'hui, car aujourd'hui, on ne dispose... Donc là, en fait, on a pris la source la mieux qu'on pouvait, qui est l'enquête budget des familles, mais aujourd'hui, on ne dispose pas de données administratives qui contiennent toutes les variables usuelles sur les ménages, leurs revenus, leurs caractéristiques sociodémographiques, et en plus, leur consommation. Donc là, disposer de tout cet ensemble d'informations permettrait de... Imaginez, donc voilà, on est en période de crise, si vous disposez des consommations passées des ménages, avant la crise énergétique. Vous pourriez dire, d'accord, je calcule un supplément de dépenses engendré par l'inflation au regard de votre consommation précédente,
Et je prends en charge un supplément de cette dépense, une part de cette dépense supplémentaire, et cette part peut varier en fonction des revenus, peut varier en fonction d'autres caractéristiques comme la configuration familiale ou autre. Vous pouvez aussi définir une consommation contrainte, incompressible. Où là, si par exemple, je prends l'exemple de la présentation précédente, c'était un montant qui était uniforme, là on pourrait définir des consommations incompressibles de manière beaucoup plus fine et arriver donc à faire un ciblage beaucoup plus précis en fonction des consommations passées. Donc je conclus brièvement 3 points. Bon, un choc d'inflation qui est très hétérogène pour les ménages, et deuxième point, en fait, un ciblage donc dans les dispositifs existants qui sont en fait très imparfaits. Très imparfaits, et il est crucial de développer justement des instruments plus adaptés. Alors pour la crise actuelle, mais aussi et surtout pour l'avenir. Dans le cadre de la stratégie faible émission carbone, il est quand même important, avec tous les enjeux à venir, d'arriver à vraiment cibler les contraintes de consommation à échelle fine des ménages pour arriver à faire des arbitrages clairs en termes de politique publique, de quels ménages on soutient à court terme, qui sont les ménages qui sont à faible revenu et ou qui ne peuvent pas s'adapter à court terme, et quels sont les publics pour lesquels on met moins l'accent et moins de fonds en termes de politique publique. Voilà, je vous remercie. Et au sein d'un travail réalisé avec Laurent Bach et Clément Magouer de l'équipe entreprise de l'UPP, on va vous poser quelques points d'analyse sur l'exposition à la crise énergétique des entreprises françaises et sur les propositions de taxation des profits exceptionnels. Donc le contexte dans lequel notre étude s'inscrit, il est, je pense, à ce stade un peu plus clair pour tout le monde. Il y a juste un point que je voudrais souligner, c'est que l'inflation exceptionnelle qu'on connaît aujourd'hui, elle est avant tout tirée par une hausse considérable des prix de l'énergie, et ça va mettre les entreprises françaises, ça met les entreprises françaises dans des situations très contrastées. Donc pour une grande partie d'entre elles, il s'agit d'un choc négatif, d'une hausse des coûts liés aux intrants, qui va être d'une ampleur variable en fonction de l'importance de l'énergie dans le processus productif des entreprises. Mais pour quelques secteurs, l'année 2022, c'est une année assez faste, avec des profits qui sont exceptionnels par rapport à la normale. Et au premier rang de ces entreprises, on trouve celles des secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, du raffinage. Dans ce contexte, on a vu émerger au cours de l'année 2 propositions de taxation nouvelles sur les profits exceptionnels réalisés par les entreprises. Donc, la première à l'initiative de la Commission européenne qui s'est traduite par un amendement dans le projet de loi de finances proposé par le gouvernement et qui se concentre sur les secteurs de l'extraction et du raffinage. Et puis la deuxième, qui est une proposition alternative portée par la coalition NUPES, qui est une proposition plus large, sans ciblage sectoriel, et qui vise à taxer de manière plus générale les profits exceptionnels des entreprises, des grandes entreprises. Donc l'objectif qu'on s'est fixé dans l'équipe entreprise de l'IBP, c'est de répondre à 2 questions en 2 temps. D'abord, ce qu'on peut dire de l'exposition des entreprises à la crise énergétique, et ensuite, quel chiffrage on peut proposer et quelles caractéristiques on peut un peu dégager pour les différentes propositions de taxation sur les profits exceptionnels. Donc, je vais rapidement passer sur les aspects méthodologiques avant de me concentrer sur l'exposition des entreprises à la crise énergétique, et Arthur vous parlera du chiffrage des différentes propositions de taxation. Alors pour ce qui est du champ de l'étude, juste pour clarifier ça dès le début, on va s'intéresser aux entreprises qui déclarent des bénéfices industriels et commerciaux. On va exclure de celles-ci des entreprises financières, on exclut aussi de fait les entreprises agricoles, les professions libérales et les micro-entrepreneurs, et on va restreindre le champ aux entreprises qui ont clôturé un exercice fiscal en 2021, qu'on réunit ensuite par groupe économique. Et donc ça nous laisse avec une population de 2,4 millions de groupes économiques qui représentent environ 83% de la valeur ajoutée des sociétés non financières. Une fois qu'on a bien délimité cette population, qu'est-ce qu'on fait ? De manière assez répétée pendant cette présentation, on va vous présenter des statistiques où on trie les entreprises selon une dimension qui nous intéresse. Donc parmi ces dimensions, il va y en avoir 3 principales. La taille, donc les entreprises des plus petites aux plus grandes, donc soit en termes d'effectifs salariés, soit en termes de valeur ajoutée. Il va y avoir une deuxième dimension qui va être la variation de valeur ajoutée, c'est-à-dire on va trier les entreprises en fonction de si elles ont une très forte baisse de leur valeur ajoutée ou au contraire une très forte hausse de leur valeur ajoutée. Et puis une troisième dimension qui va être d'intérêt ici et sur laquelle je vais
y revenir un peu plus tard, c'est l'intensité énergétique de leur production et de leur activité économique. Une fois qu'on a trié ces entreprises, on va les regrouper en catégories de taille égale, donc on va essayer à chaque fois s'intéresser à 10% ou 20% de la valeur ajoutée. Et donc ça, par exemple, ça va nous amener à considérer dans le dixième 1 les entreprises qui représentent 10% de la valeur ajoutée et qui sont les plus petites, et dans le dixième 10, les entreprises qui représentent là aussi 10% de la valeur ajoutée totale, mais qui sont les plus grandes en termes de valeur ajoutée. Juste pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on fait ici sur ce graphique. Donc on a les entreprises les plus petites à gauche, les entreprises les plus grandes à droite, pardon, et à chaque fois 10% de la valeur ajoutée dans chaque catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, une fois qu'on a posé ces bases, de l'exposition des entreprises à la crise énergétique? Donc, c'est assez complexe comme sujet. Pourquoi? Parce que les entreprises diffèrent fortement dans leur exposition à la crise énergétique. Donc, cette exposition avait donc 3 grands facteurs. D'une part, la consommation en volume rapporté à leur activité économique. D'autre part, le prix pour chaque unité d'énergie payée par les entreprises. Et enfin, la date à laquelle elles font face au choc des nouveaux prix, c'est-à-dire au choc de l'inflation des prix énergétiques, et qui là va dépendre un petit peu de la date d'échéance des contrats de fourniture énergétique. Et tout de suite, on voit que c'est assez difficile d'avoir des informations sur au moins 2 points, c'est-à-dire qu'on manque assez crucialement de données sur, par exemple, le prix individuel payé par les entreprises. On sait que les entreprises qui ont une facture énergétique plus grande, en général, payent à l'unité moins cher leur énergie. Et on a aussi peu d'informations sur les contrats souscrits par les entreprises. On sait assez mal la temporalité du choc auquel font face les entreprises. Donc, encore aujourd'hui, on sait qu'une partie du choc n'a pas été encore réalisée, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore subi pleinement l'ampleur du choc énergétique, et on est assez démunis face à prédire à quelle date ce choc sera pleinement réalisé. Alors, nonobstant, on va s'intéresser à une dimension un peu plus structurelle de l'activité des entreprises, qui est l'intensité énergétique, c'est-à-dire le volume d'énergie que les entreprises consomment pour produire leur valeur ajoutée. On va mesurer ça à travers soit des données d'enquête pour les entreprises qui sont les plus consommatrices d'énergie, soit à partir de données sectorielles, donc des comptabilités nationales énergétiques, où on va en gros imputer la consommation énergétique des entreprises en fonction des secteurs dans lesquels elles réalisent leur activité. Donc avec tout ça, on aboutit à une mesure au niveau du groupe économique en kilowattheure d'énergie consommée par euro, soit de valeur ajoutée, soit d'excédent brut d'exploitation. Et si on fait la moyenne de ces indices au niveau des secteurs, donc on retrouve un petit peu les intuitions qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs qui sont très intenses en énergie, avec des structures de consommation énergétique très différenciées. Donc, par exemple, les transports ont une consommation énergétique très importante, essentiellement en termes de fuel, de kérosène, de pétrole. Les autres industries, donc on va avoir par exemple le carton-papier, la métallurgie, la chimie, où on va avoir également une consommation énergétique très forte, mais avec peut-être plus de gaz et d'industrie. Et puis au fur et à mesure qu'on descend dans l'intensité énergétique, on va retrouver de plus en plus de secteurs de services où on va avoir une part importante de l'électricité, mais avec une intensité énergétique globale beaucoup plus faible. Donc une fois qu'on est muni de cette mesure, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de distinguer les entreprises en fonction de leur fragilité financière, c'est-à-dire qu'on va distinguer les entreprises en fonction de leur taux de couverture. Donc d'abord, on va se restreindre, on va enlever le secteur de l'énergie et de la coquefaction raffinage, puisqu'on considère que ces entreprises sont très spécifiques dans leur interaction avec les crises énergétiques. Et ensuite, on regarde les entreprises qui ont un taux de couverture faible, c'est-à-dire un taux excédent brut d'exploitation rapporté aux intérêts faibles, ce qu'on va appeler les entreprises fragiles, puis les entreprises avec un taux intermédiaire et les entreprises avec un taux élevé, c'est des entreprises plus solides financièrement. Et au sein de chacune de ces catégories d'entreprises, donc qui sont un petit peu des catégories avec des catégories d'entreprises avec des capacités d'absorption des chocs différentes, on va classer les entreprises en fonction de leur exposition énergétique, c'est-à-dire qu'on va faire le ratio de leur consommation énergétique en termes d'électricité et de gaz en volume, rapporté à leur excédent brut d'exploitation. Pourquoi? Parce que la consommation en volume, ça mesure un petit peu le surcoût lié à une augmentation des prix, d'accord? Et l'excédent brut d'exploitation, on considère que c'est la meilleure mesure que l'on peut trouver de la capacité d'absorption des chocs de l'entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, on examine la probabilité pour chacune de ces catégories d'entreprises de faillite entre les mois de mars et d'octobre 2022. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le constat suivant, ce graphique. En barre bleue, les entreprises fragiles. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que leur taux de faillite est globalement beaucoup plus élevé que celle des entreprises moyennes ou plus solides financièrement. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attend. Et puis quand on les classe des entreprises les moins intenses en énergie à gauche aux plus intenses en énergie à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une relation croissante entre l'intensité énergétique de la valeur ajoutée, enfin de l'excédent brut d'exploitation des entreprises et leur taux de faillite.
Alors c'est un constat qu'on retrouve en partie dans les barres orange, qui montrent les entreprises moyennes avec un taux de couverture intermédiaire, et c'est un constat qu'on ne voit pas trop à l'heure actuelle sur les entreprises qui sont solides financièrement, avec un taux de couverture élevé. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, alors qu'on n'est pas encore complètement sûr de savoir si le choc a été complètement subi par les entreprises, on voit déjà une relation très forte entre le taux de faillite des entreprises et l'importance que l'énergie a dans le processus productif. Voilà, donc je vais passer la parole à Arthur pour la suite de la présentation. Je vais vous parler un petit peu de la taxation des profits exceptionnels. Donc, de quoi parle-t-on dans ces profits exceptionnels? On sait que le taux de marge des entreprises au cours de l'année 2022 est plutôt à la baisse. Donc ici, vous voyez la variation de taux de marge par grand secteur entre 2021 et les 3 premiers trimestres de 2022 dans la comptabilité nationale. Donc on voit que effectivement la majorité des secteurs sont dans le négatif, et ont un taux de marge qui a plutôt baissé par rapport à l'année précédente, mais on trouve quand même quelques secteurs qui s'en sortent plutôt bien, ils sont dans le positif, ce sont ces secteurs qui sont à droite du graphique, donc sans surprise, les secteurs des mines de l'extraction et de l'énergie, l'industrie agroalimentaire, les transports, et loin devant, la coquéfaction et le raffinage. Pour illustrer, faire un petit focus sur ce dernier point, la coquéfaction et le raffinage, ici vous voyez l'excédent brut d'exploitation, toujours en comptabilité nationale, chaque trimestre en milliards d'euros dans ce secteur de la coquéfaction et du raffinage. Et donc, on voit que depuis 2005, c'est quelque chose qui était relativement stable et qui s'est littéralement envolé dans les 2 premiers trimestres de 2022, qui sont ceux que l'on voit. Il n'y a pas le 3e trimestre, mais il est vraiment identique au 2e. Et donc, il y a environ 5 milliards d'euros par trimestre d'excédent d'exploitation dans ce secteur. Donc, c'est vraiment très directement pour cibler ce secteur et en plus de ça, l'extraction d'hydrocarbures, que des propositions de taxation des super-profits ont été initiées. Donc, la première à laquelle on va s'intéresser, c'est un projet de la Commission européenne de taxer les profits engrangés grâce à la hausse des prix de l'énergie, donc vraiment des profits qui viennent de la situation exceptionnelle, des circonstances exceptionnelles auxquelles font face les entreprises. Et donc le rendement espéré par la Commission européenne pour l'ensemble de l'Union européenne d'une telle taxe était de 25 milliards d'euros sur spécifiquement les secteurs du raffinage et de l'extraction d'hydrocarbures, et ceux qui étaient ciblés. Et en application stricte de ces règles édictées par la Commission, un amendement au projet de loi de finances a été introduit par le gouvernement, instaurant ce qui a été appelé une contribution temporaire de solidarité pour l'exercice 2022. Et donc, elle a les caractéristiques suivantes. Elle mesure les profits au niveau de l'unité légale, et donc se restreint au secteur du raffinage et des industries extractives. Donc il faut que les unités légales aient au moins 75% de leur chiffre d'affaires qui viennent de ces secteurs ciblés. Et elle prend une moyenne quadriennale, donc sur les 4 derniers exercices ouverts depuis 2018, des profits, et applique un taux de 33% à tout ce qui dépasse 1,2 fois cette moyenne. Si je suis une entreprise qui fait en moyenne depuis entre 2018 et 2021 1000 euros de profit, je dois payer 33 centimes par euro de profit excédant 1200. C'est ça que ça fait. Et donc, pour essayer de mesurer un petit peu le rendement de cette taxe et sa distribution, ce qu'il faut, c'est construire par anticipation un montant de profit des entreprises pour 2022. C'est ce qu'on a essayé de faire. On construit un montant de profit taxable, de résultat fiscal pour les exercices fiscaux ouverts en 2022, avec un certain nombre d'hypothèses que ces résultats ne sont pas encore déclarés, puisque les exercices ne sont pas encore clôturés. Donc, on va suivre 2 options. La première, c'est la plus simple, en un sens la plus conservatrice. On dispose dans les liasses fiscales de 2021, donc les comptes déposés pour 2021 par les entreprises, des différentes composantes de l'excédent brut d'exploitation des entreprises, donc les produits d'exploitation, les consommations intermédiaires, le coût du travail, les impôts sur la production et les subventions. Et donc on va leur appliquer par secteur, par branche, la variation de ces différentes composantes en comptabilité nationale. Donc si dans le secteur de la coquéfaction et du raffinage, les produits d'exploitation augmentent de 20% en 2022 sur les 3 premiers trimestres, on applique
à la valeur pour 2021 des entreprises de la coquefaction et du raffinage, une hausse de 20% sur ces produits d'exploitation. On refait la somme, et ça nous donne un EBE, un excédent brut d'exploitation individuel pour 2022. Et ensuite, l'hypothèse un petit peu importante de ce premier exercice, cette première approche, c'est qu'on a supposé une stabilité des éléments non opérationnels du résultat fiscal, le résultat financier, et un petit peu les différentes dimensions d'optimisation, c'est-à-dire l'imputation de pertes passées, etc. Ça, c'est notre hypothèse, on essaiera de jouer un petit peu avec ensuite. Et donc ça nous donne une mesure, on soustrait ces éléments non opérationnels à l'EVE, et ça nous donne une mesure individuelle de profit taxable pour 2020, qui n'a pas d'hétérogénéité au sein d'une branche, au sein d'un grand secteur, par définition, puisqu'on applique la variation de la comptabilité nationale, et donc comme ces taxes écrètent des profits exceptionnels, le fait d'avoir moins de variances, de ne pas avoir de variance au sein des secteurs, porte plutôt le risque de sous-estimer des profits qui seraient particulièrement élevés pour certaines entreprises. C'est pourquoi on construit une deuxième option, une deuxième mesure de profit 2022, où on va réaliser à peu près la même chose, simplement ce qu'on observe pour 2022 individuellement, entreprise par entreprise, c'est d'une part leur chiffre d'affaires mensuel entre janvier et mai 2022 et leur consommation intermédiaire mensuelle entre janvier et mai 2022. Donc on va construire un taux de variation individuel du chiffre d'affaires d'une part, des consommations intermédiaires d'autre part, l'appliquer au compte de 2021, tout ça est individuel, et ensuite on cale ça toujours sur la comptabilité nationale et on reproduit exactement le même exercice. Simplement on a de l'hétérogénéité au sein des secteurs avec une hypothèse forte qui est que toute l'année s'est déroulée comme les premiers mois le suggéraient, comme de janvier à mai 2022, et donc une possible surestimation des EBE particulièrement élevés à l'issue de cet exercice. Donc ça nous donne un exercice un petit peu de bornage entre les deux options sur ce qui nous paraît crédible. Donc, un petit mot avant de vous présenter les chiffrages sur la robustesse des résultats. Il faut signaler que c'est un exercice difficile, dans la mesure où, d'une part, la nature de la taxe a une arithmétique un petit peu inhabituelle, puisqu'elle prend des surprofits, donc une définition par rapport à une moyenne passée, etc. Et en plus, c'est un exercice comptable qui est particulièrement difficile à appréhender du fait de la crise. Et cet exercice comptable n'étant pas terminé, il peut encore se passer des choses, etc. Il y a encore de l'incertitude. Pour évaluer un petit peu la robustesse de nos résultats, il y a d'une part un point que vous pouvez noter qui y a une cohérence par construction avec la comptabilité nationale des 3 premiers trimestres de 2022, et donc avec les évolutions macro. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un exercice placebo, c'est-à-dire qu'on va reculer tout d'un an. On va faire comme si les années de référence étaient entre 2017 et 2020, et regarder ce que ça aurait donné si on l'avait appliqué sur l'exercice 2021. Ce qui nous donne un petit peu un montant de référence sur une année qui n'était pas franchement exceptionnelle pour les secteurs de la coquefaction et du raffinage. Ça nous donne un montant un petit peu de référence. Un point qui est important de noter, c'est que notre estimation naïve est faite à optimisation fiscale constante, comme je vous l'ai dit, et notamment les imputations de pertes passées se font au même niveau en 2021 et en 2022. Alors, les imputations de pertes passées, c'est quelque chose qui est de nature à changer assez fortement les bénéfices ou la mesure des bénéfices taxables pour 2022, et donc on peut relâcher ces hypothèses, c'est ce qu'on a essayé de faire, et donc je vous présenterai ces résultats, soit en appliquant toujours les règles de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on prend le stock de déficit reportable qu'on observe en 2021 et on impute au maximum ça, jusqu'à 50% du résultat fiscal, puisque c'est la règle, ça ne peut pas dépasser 50% du résultat fiscal, soit on considère que c'est un autre impôt, et donc le stock de déficit reportable au titre de l'impôt sur les sociétés n'est pas pertinent, et donc on prend toutes les pertes de la période de référence, et on impute toutes ces pertes jusqu'à 50% du résultat fiscal sur le résultat, et enfin, on fait une hypothèse complètement maximaliste, on dit que toutes les entreprises arrivent à déduire jusqu'à 50% de leur résultat fiscal, pour essayer de, à nouveau, borner un petit peu notre chiffrage. On arrive au chiffre suivant, donc le chiffrage du gouvernement, pour rappel, est de 200 millions d'euros de rendement de cette taxe. Notre but n'est évidemment pas de faire un contre-chiffrage du gouvernement, et on a tout à fait confiance dans le fait que le rendement final de la taxe sera probablement autour de ce montant. Néanmoins, sur l'exercice placebo qu'on fait, donc en appliquant la même taxe sur 2021, ce qu'on trouve c'est un montant de 190 millions d'euros, donc sur vraiment du réalisé, de l'observé, ce qui est quand même très
proche de ce qu'a chiffré le gouvernement, ce qui voudrait dire qu'en fait, le rendement de la taxe est à peu près le même que ce qu'il aurait été si on avait imposé ces mêmes secteurs un an avant. En revanche, ce qu'on trouve avec notre option 1, une pure comptabilité nationale, c'est un rendement de 6 milliards d'euros, toujours avec cette hypothèse un petit peu naïve d'optimisation fiscale et d'imputation des pertes. Et notre deuxième chiffrage, avec un mix de mesures individuelles de variation de valeur ajoutée et la comptabilité nationale, nous donne un rendement de 7,3 milliards d'euros. Nettement supérieur au chiffrage, avec cette petite note qu'on peut faire que l'acquis de BE, donc la variation d'excédent observée dans le secteur, devrait se retrouver a priori dans la base taxable, et cette variation d'excédent acquise pour les 3 premiers trimestres de 2022, simplement pour le secteur de coquettefaction et raffinage, est déjà de 9 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il se passe quand même des choses entre ces 9 milliards au moins de base taxable et le rendement espéré de 200 millions d'euros. On a essayé de raffiner un petit peu, si vous me permettez l'expression, ce résultat et d'imputer les pertes, comme je vous le disais, avec différentes hypothèses. On voit que lorsqu'on applique simplement le stock de déficit reportable tel qu'il est défini pour l'impôt sur les sociétés, ça baisse en réalité presque pas nos résultats. Lorsqu'on impute la somme des pertes des années de référence, on arrive à une baisse jusqu'à 15%, donc autour de 5 milliards. Et si on fait l'hypothèse maximaliste que tout le monde, toutes les entreprises ciblées par la taxe arrivent à baisser de 50% leur résultat fiscal, on se retrouve autour de 3 milliards d'euros de rendement. Voilà, bon, la distribution sectorielle du rendement de cette taxe est assez peu intéressante, puisqu'évidemment c'est le raffinage et qui la paye. Le deuxième exercice qu'on a essayé de réaliser un peu, c'était de regarder la proposition de loi de la NUPES. Donc elle est un petit peu différente dans sa conception. Elle mesure les profits au niveau du groupe fiscal, donc une unité légale. Elle se restreint aux grandes entreprises. En revanche, elle n'a pas de restriction sectorielle. Et la moyenne est un petit peu différente, puisqu'elle est pré-crise sanitaire, elle n'inclut pas les exercices sanitaires, et donc le barème est un petit peu différent, mais en réalité assez proche. Le chiffrage qui avait été donné par la NUPES approximatif était de l'ordre de 15-20 milliards d'euros de rendement. Ce qu'on trouve en placebo 2021, c'est déjà 7 milliards d'euros de rendement. Donc on voit que c'est une taxe qui, même sur un exercice pas franchement exceptionnel comme celui de 2021, rapporte déjà de l'argent, ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction des objectifs politiques qu'on a. Et pour 2022, avec la première option, on est à peu près, on est assez proche du chiffrage donné par la NUPES, à 18,8 milliards d'euros. Et avec la deuxième option, en revanche, dès qu'on introduit de la variance dans les trajectoires intrasectorielles, notamment pour des secteurs qui, en agrégé, s'en sortent moins bien, on a un montant qui est beaucoup plus élevé, de l'ordre de 45 milliards d'euros. Donc la distribution sectorielle, elle est cette fois un petit peu plus variée, au sens où bon, le raffinage et les mines d'énergie payent toujours une part assez importante de la taxe, mais le secteur des transports se retrouve à contribuer également, l'industrie des matériels de transport et le commerce. Si on veut vérifier qu'on taxe bien, propose bien de taxer des entreprises qui s'en sortent très bien en 2022, effectivement, donc ici on a placé de la même manière par dixième de valeur ajoutée les entreprises, mais selon leur variation de valeur ajoutée sur le premier semestre 2022. Donc à droite, vous avez des entreprises qui ont une forte variation positive de valeur ajoutée, et donc effectivement, on se retrouve à taxer plus fortement des entreprises qui ont vu leur activité croître très fortement sur le premier semestre. Donc, pour prendre un petit peu de recul sur ces deux propositions, on peut se demander quel est l'objectif recherché par les deux propositions. Il y a éventuellement des ambitions, des préférences politiques un petit peu différentes. La première option, celle du ciblage sectoriel, elle identifie, ce sont les mots de la Commission européenne, des entreprises dont les bénéfices croissent de façon significative à cause de circonstances ou d'événements dont elles ne sont pas responsables. En un sens, c'est un petit peu le miroir des aides Covid, où il y avait une fonction assurantielle qui subventionnait les entreprises pour des circonstances dont elles n'étaient pas responsables non plus. Donc ce ciblage sectoriel fait qu'il y a peu de risques d'erreur, au sens où on sait que on taxe que des entreprises qui sont dans un secteur qui s'en sort très bien. En revanche, éventuellement, elle oublie un certain nombre de gagnants, d'entreprises qui, elles aussi, ont bénéficié de circonstances et d'événements exceptionnels dont elles ne sont pas responsables, mais qui ne sont pas dans des secteurs qui ont reçu. L'absence de ciblage sectoriel, qui est plutôt la proposition NUPES, risque évidemment de taxer
des entreprises dont les forts profits actuels compensent des pertes passées ou des secteurs qui seraient plus cycliques, etc. Donc il y a aussi des difficultés éventuelles à ne pas avoir de ciblage sectoriel. Enfin, on peut poser la question de quelle articulation entre la taxe sur les super profits, la sortie de crise Covid et la crise énergétique, avec quand même un certain manque d'informations précis sur le choc que vont subir les entreprises individuelles au moment où leur contrat, leur facture énergétique sera au nouveau prix. Et donc c'est difficile d'évaluer précisément le risque de taxer des entreprises qui seraient ensuite exposées à de fortes augmentations de leur coût énergétique en 2020. Bienvenue à vous. Donc c'est le dernier temps de cette matinée, débat entre Jean-René Cazeneuve, qui est rapporteur général du budget, et Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances. Je rappelle peut-être rapidement les quelques points des exposés qui ont précédé. D'abord sur les ménages, exposition très hétérogène des ménages au choc énergétique, bien sûr au choc inflationniste, avec des instruments disponibles assez limités. En fond, on a fait une espèce de comparaison à coût constant, à coût budgétaire constant, de l'efficacité des instruments de soutien qu'on a aujourd'hui. Le gel des prix, c'est-à-dire le bouclier tarifaire, en langage politique, coût élevé, il entretient la consommation et il y a un ciblage de revenus vraiment très, très fruste, mais les aides directes elles-mêmes, si elles permettent de compenser en partie les inconvénients du gel sur le ciblage de revenus, ne parviennent pas complètement à trouver leur cible. Donc, de ce point de vue, on a conclu sur la nécessité de développer la collecte de données sur la structure de la consommation, qui varie bien sûr en fonction de la localisation des foyers et de la taille du ménage. C'est des infos qui seraient nécessaires pour arriver à un ciblage précis et donc à un dispositif rentable, si je puis dire. Côté entreprise, même type de contraste, évidemment, très important dans l'exposition au choc énergétique. Le déterminant principal étant évidemment la consommation d'énergie. Mais avec ça, d'autres déterminants difficiles à appréhender, la date à laquelle elles font face à l'augmentation, puisqu'elles ont des contrats dont on ne connaît pas véritablement l'échéance, bien sûr. Un point clé, une relation entre la probabilité de faire faillite et l'intensité énergétique. Intuitivement, c'est ce qu'on dirait, ça semble être confirmé, au moins pour les sociétés les plus fragiles, probablement aussi pour les sociétés les moins fragiles. Comparaison ensuite de deux propositions fiscales, vous étiez là l'un et l'autre, donc proposition du gouvernement, la contribution de solidarité pour taxer les super profits, proposition inspirée très largement par les recommandations de Bruxelles, qui s'appliquent à l'ensemble des pays membres de la zone euro, concentrée sur l'énergie, donc avec un rendement à la mesure de cette concentration, c'est-à-dire relativement faible, quoique dans certaines hypothèses significatives, et puis celle de la NUPES, évidemment une taxe beaucoup plus extensive, pas de ciblage, rendement élevé, au risque de frapper des secteurs qui seraient cycliques ou qui, dont les profits exceptionnels de cette année compenseraient les pertes faites les années précédentes. Voilà où nous en sommes. Je vais peut-être vous demander à chacun de faire un audit, au fond, du dispositif gouvernemental qui a été appliqué jusqu'ici, brièvement, avant qu'on puisse envisager ce qu'on peut faire de plus ou ce qu'on peut faire de mieux. En commençant peut-être par vous, Jean-René Cazeneuve. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, audit, sur les trois sujets, vous voulez qu'on fasse au... Sur le dispositif de protection de l'économie française. Moi, je suis assez d'accord, évidemment, avec les conclusions et la démonstration qui a été faite sur la première présentation sur le bouclier, qui montre que c'est le plus efficace, en tous les cas, qu'il atteint grandement son objectif. Vous voyez que vous savez qu'on a en France une inflation qui est significativement en dessous de la moyenne européenne, avec des tas d'effets positifs, évidemment, sur le pouvoir d'achat des Français, sur l'enchaînement de l'inflation au niveau des entreprises. Donc, je crois qu'on a atteint l'objectif. Il y a évidemment un coût
significatif, et vous l'avez montré. On a aussi, peut-être c'était pas suffisamment présenté, je trouve, on a aussi complété ce dispositif de bouclier touche tout le monde par un dispositif ciblé, hein, ce qu'on appelle la politique d'échec. On en reparlera tout à l'heure, qui est à la fois, de mon point de vue, politique, ce qu'on peut appeler le transfert fixe, forfaitaire, qui est à la fois le plus juste, mais la plus difficile à faire et la moins comprise par les Français, et qui crée toujours un certain nombre d'incompréhensions et de questions parmi nos concitoyens. Mais on a bien fait les deux. On a fait le dispositif massif, si vous voulez, très coûteux, qu'on a complété par un dispositif. Sur l'énergie, il y a 3 chèques, mine de rien, cette année, qui ont touché les premiers déciles pour ces trois ciblages. Sur la partie contribution, là aussi, je voudrais quand même préciser que vous n'avez parlé que des contributions européennes. La position de la majorité depuis le début de cette crise, c'est qu'il fallait une réponse européenne. Désolé, on est européen, sans aucun bémol. Et on pensait que l'Europe était le bon niveau, ça a été annoncé par le président de la République dès le mois de juin, il fallait effectivement trouver une réponse européenne. On a un peu attendu, mais elle s'est quand même présentée. Et il y a 2 dispositifs. Vous avez mis l'accent que sur un des dispositifs qui effectivement touche les producteurs d'hydrocarbures et les raffineurs en France, dont on sait, je suis ravi qu'elle puisse rapporter plus, je vais d'ailleurs regarder bien dans le détail aux options 1 et 2, mais il y a aujourd'hui, effectivement, on le sait depuis longtemps, pas de pétrole en France, donc pas de profit en France, donc pas d'impôt en France sur cette partie-là. Il y a un peu de raffinage, qui est une activité qui est structurellement déficitaire en France. Il y a 2 raffineurs en France. On va les taxer en 2022 et en 2023 avec un rendement qui est relativement faible. Mais il y a une deuxième contribution très importante qui va nous permettre d'aller chercher ce qu'on a appelé la rente, les énergéticiens qui ont bénéficié effectivement de la flambée des prix sur le gaz et l'électricité. Et ça, on a un rendement qui est, cette année en 2022, de l'ordre de 10 milliards, probablement un peu plus, et l'année prochaine qui sera de l'ordre de 20 milliards. Donc on est quand même sur des ordres de grandeur, là, qui montrent clairement. Mais on n'est pas, et on en discutera évidemment, Eric, en avis très différent du mien, on n'est pas du tout sur une taxation tout azimut avec ces limites. Donc, tout est perfectible, mais j'ai l'impression que nous avons à la fois, pour soutenir notre économie, eu les réponses adaptées, et à la fois sur la taxation, vraiment aller chercher là où les super profits, comme on peut les appeler, ont été faits. Peut-être pour terminer la phase d'introduction, peut-être sur les entreprises. Moi, je suis aussi, vos éléments le montraient très clairement, l'impact de cette crise sur les entreprises est très fort. Et la situation des entreprises est en train évidemment de se retourner. Et quand on va, dans 6 mois, quand on parlera de super profits d'entreprise, on se regardera en disant mais comment on a pu penser à un truc pareil, quand on aura effectivement un taux de faillite d'entreprise significatif, une baisse significative de la profitabilité des entreprises. Moi, je suis très inquiet de ça, parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse, et à partir de cette richesse qu'on peut investir, qu'on peut lutter contre le chômage, qu'on peut investir dans la transition écologique. Et si la situation, si on n'arrive pas à contrôler l'impact de l'énergie sur les entreprises, on va vers de sérieuses déconvenues, et c'est la raison pour laquelle, et on y reviendra, il y a toute une série de dispositifs qui ont été activés en 2022 et de nouveaux qui arrivent en 2023. Oui, on y reviendra bien sûr. Il y a eu d'ailleurs une communication des entreprises hier matin qui s'alarmaient de l'insuffisance du soutien, notamment comparé à ce qui se prépare en Allemagne. Éric Coquerel, votre diagnostic sur les instruments mis en œuvre. Bon, déjà, merci de l'invitation, nouvelle invitation. Je suis content de revenir en tant que président de la commission des finances, ça c'est une première. Alors, première chose, sur le bouclier tarifaire et la question, la manière dont on a abordé le choc énergétique, c'est mieux que rien. Voilà, c'est clair que si ça n'avait pas eu lieu, et les graphiques que vous avez montrés le démontrent amplement, la situation a été encore pire. Pour autant, est-ce qu'on peut se contenter de ce système?
notamment de manière pérenne? La réponse est non. Je crois que tant qu'on ne regardera pas... La réponse est non déjà parce que constatons que ça n'a pas empêché la baisse du pouvoir d'achat, et la baisse du pouvoir d'achat notamment des déciles les plus défavorisés qui, d'après à peu près tous les chiffres retenus pour la suite, va malheureusement s'amplifier en 2023. Donc la réponse est non, parce que la première question, c'est déjà de permettre à des gens de pouvoir gagner correctement et mieux leur vie. C'est-à-dire que ça touche l'augmentation des salaires. Bon, j'ai bien vu, on va en débattre sûrement, que vous arrivez à des conclusions au niveau de l'IPP qui critiquent une idée, par exemple, d'indexation des salaires sur l'inflation. Il y reviendra. Enfin, toujours est-il que pour le moment, ce qui pâtit, c'est que globalement, y compris là, il y a une étude qui vient de sortir, qui est parue dans les Échos sur les PME, les hausses de salaire dans ce pays ne suivent pas l'inflation. Et c'est ça qui est problématique. Et pas seulement d'ailleurs les salaires, mais j'allais dire tous les revenus découlant du travail. Donc, premier problème, et ça, le gouvernement, pour le coup, n'a absolument rien fait qui permette d'affronter cette réalité, qui permette de l'affronter de manière pérenne. Deuxièmement, au niveau de l'énergie, nous l'avons dit, nous pensons que combiné avec cette hausse des salaires et donc avec une politique de la demande pour aller vite, le fait de ne pas bloquer les prix est une erreur. Parce que ne pas bloquer les prix, ça permet tout simplement que l'État, à un moment donné, met sous la forme de chèque énergie ou sous la forme de ristourne à la pompe de l'argent qui, entre autres, part quand même dans l'augmentation continue des prix de l'énergie. Donc ça, c'est une deuxième mesure, nous semble-t-il. Pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, Eric Coquerel. Quand vous dites blocage des prix, vous pensez à un blocage dont le coût est assumé par le producteur ou un blocage type blocage des prix énergétiques, c'est-à-dire où l'État compense auprès du producteur? Alors très certainement un mixte, pour vous répondre. Nous ne sommes pas favorables, nous avons d'ailleurs voté contre, à des baisses de la TVA brute, c'est-à-dire où en gros l'État assure à lui seul, avec le risque de perte de recettes qui nous sont nécessaires pour d'autres dépenses, notamment la transition énergétique. Nous ne sommes pas favorables à baisser le prix de l'énergie par la baisse de la TVA. Par contre, nous serions favorables à un mix qui permette à la fois de jouer sur la taxation, je vais y revenir, Jean-René en a parlé à l'instant, donc des énergéticiens, sur pourquoi pas effectivement une TVA flottante, ça on peut l'imaginer, c'est-à-dire que l'État ne fasse pas moins de recettes, c'est une chose, mais que l'État fasse plus de recettes parce que l'énergie augmente, ça c'en est une autre, et puis donc, principalement par ces deux systèmes. Bon, ça, donc, avec un blocage des prix quand c'est nécessaire, c'est pas un blocage des prix systématique, mais quand c'est nécessaire, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, et vos chiffres le montrent aussi, c'est que s'il y a hausse aujourd'hui de l'énergie, c'est pas juste dû à la guerre en Ukraine, c'est aussi dû à une spéculation massive, notamment en termes de carburant sur le marché, dont ont été aussi bénéficiaires justement les énergéticiens. Donc ça, c'est la manière dont pour aller vite, on aborde cette question. Sur la question des taxations, alors première remarque, Jean-René Cazeneuve disait, pour nous, la solution était européenne. Enfin, je dois dire qu'elle est devenue européenne parce que, fort heureusement, certains autres États européens l'ont décidé avant la France. Je rappelle que Bruno Le Maire, c'était encore l'été dernier, disait qu'il n'y aurait pas de taxation. Voilà, c'était quelque chose qui, parce qu'il fallait une stabilité, donc il n'y aurait pas de taxation. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait, l'Allemagne l'a fait, et qu'à partir de là, la solution, c'était de se dire, ça serait peut-être pas mal que ça soit au niveau européen. Mais c'est bien parce qu'il y a d'autres États européens qui ont décidé d'une manière différente, même si le mot taxation n'était pas forcément utilisé, mais enfin, ça revenait au même, que finalement, on en arrive à la situation de l'article proposé par le gouvernement qui anticipe ce qui va se faire au niveau européen. Bon, tant mieux. Maintenant, nous pensons qu'on peut faire plus. Et là aussi, c'est le débat, savoir s'il n'y a que le secteur de l'énergie qui peut être taxé, pour nous, non. Et de ce point de vue-là, je suis assez content des chiffres que vous sortez. C'est-à-dire que très clairement, la proposition de la NUPES, il y en a eu d'autres, mais la proposition de la NUPES sur la taxation de différents secteurs rapporte entre 18 et 44 milliards, soit quasiment 3 fois plus que ce que rapporte la taxation prévue par le gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'aborder la question et d'avoir des marges plus importantes. Jean-René Cazeneuve, justement, au vu du bilan qui a été fait, alors chacun d'entre vous avec évidemment sa vision du monde et sa sensibilité politique, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux l'année prochaine? Au fond, l'expérience qui est la nôtre, la France a été le premier pays à mettre en place le budget tarifaire. Ça, pour le coup, il faut le mettre à son crédit. Ça a été suivi dans des formules d'ailleurs qui n'ont pas toujours été
rigoureusement identique à la nôtre. La formule allemande, il faudra qu'on en parle tout à l'heure, elle est intéressante. Ce que disait Éric Coquerel est vrai sur le fait que d'autres pays européens ont pris l'initiative de taxer et que ça a quand même forcé la France à un changement de pied. Hein, on a entendu le président Macron dire d'un jour à l'autre, bah, finalement on va le faire. Au vu de tout ça, ce qui a été réussi, ce qui a été un peu tardif, ce qui est encore approximatif, c'est quoi la bonne politique pour 2023 ? Alors, la président de la République a pris quand même une position dès le mois de juin sur la taxation européenne, donc il ne s'est pas réveillé au dernier moment, au moment où on a fait le... C'est un peu le sentiment que ça a donné. Hein. Peut-être, je suis là pour dire la vérité. Je ne suis pas un fan club, mais quand même, je suis quand même là pour défendre d'autres choses, d'autres vérités. Bon, sur le... Il faut cibler. Et moi, je suis d'accord aussi avec... je suis pratiquement d'accord avec tout ce que j'ai vu. Hein, c'était formidable. Je ne suis pas économiste, j'étais ravi d'apprendre des tas de trucs. Le ciblage est, pour moi, la solution la plus juste. Pour moi, c'est la plus complexe. Vous avez soulevé, et il faut qu'on travaille là-dessus, et ça pose des tas de questions sur notre capacité à dire, tout savoir sur les ménages pour être capable d'apporter des réponses sur les entreprises. Ça pose évidemment des questions d'information, de PNI, de capacité. Est-ce que les Français seraient d'accord? Probablement pas. Mais on voit aujourd'hui, on a fait un chèque sur les Français qui se chauffent au fioul. La difficulté pour savoir qui se chauffe au fioul et comment on va faire, c'est une grande complexité, évidemment. Mais si on veut être juste, il faut avoir cette visibilité administrative, ces données administratives. Et moi, je crois qu'on se grandirait en prenant évidemment une attention sur la confidentialité des données, mais faire en sorte que notre système permette de plus savoir et de manière à être plus ciblé. Pourquoi le ciblage? Alors, moi, je milite beaucoup pour le ciblage, mais pourquoi le ciblage aussi a ses limites? C'est que quand vous ciblez, vous donnez à certains, vous entendez immédiatement les autres qui vous disent « et moi, et moi, et moi ». Et ce sentiment est terrible. Ce sentiment est terrible et alimenté, je dois dire, par un certain nombre de partis politiques sur le fait on oublie la classe moyenne, on oublie la classe moyenne, on oublie la classe moyenne. Un relent que je trouve assez désagréable, parce que si on veut avoir des mesures ciblées pour les Français les plus défavorisés, il faut assumer que ce sont les Français les plus défavorisés. Et qu'il y a un seuil. Et qu'il y a un seuil, et qu'il y a toujours un seuil, et il y a toujours un effet de bord, et dès que vous êtes de l'autre côté... Bon. Et à tel point que, quand on regarde le package pouvoir d'achat de cet été, il y avait 20 milliards. Sur 20 milliards, il y avait 1 milliard qui était ciblé. Un chèque de rentrée, je dis chèque alimentaire, qui a un peu évolué d'ailleurs dans sa définition, 1 milliard. Est-ce qu'on n'a pas entendu sur le fait qu'on avait une fois de plus oublié la classe moyenne, etc. Alors que le bouclier c'est pour tout le monde, alors que la restaurant à la pompe c'est pour tout le monde, alors que la redevance télé c'est pour tout le monde. 19 milliards c'était pour tout le monde, peu de choses près, et 1 milliard c'était ciblé, et les gens, et on voit, et c'est alimenté par ce côté, ah, il y a ceux qui bossent pas, et qui ont fait des chèques, etc. Moi, franchement, alors que je sais que ce ciblage est la solution. Donc, pour les particuliers, c'est ça. Pour les entreprises, on a des dispositifs. Alors, c'est un peu plus facile avec les entreprises de mesurer effectivement l'impact de la consommation sur leur chiffre d'affaires. Là aussi, si on veut être très juste, on devient très complexe. Alors, à un moment donné, il faut essayer de trouver le juste équilibre entre ces deux extrêmes. Mais on a annoncé un certain nombre de dispositifs à hauteur de 12 milliards, il va y avoir 2 milliards pour les collectivités territoriales, autant de 10 milliards pour les entreprises l'année prochaine, pour essayer de cibler les entreprises qui sont les plus impactées par les dégradations. Donc oui, le ciblage est la réponse. Éric Coquerel, je reviens à l'aspect taxation. Il y a un risque qui a été souligné par la présentation dans le projet du PES, c'est que, pour le coup, on frappe un peu large, et en particulier les entreprises qui avaient une situation financière assez détériorée et pour laquelle l'amélioration de 2022 ne fait jamais que compenser en totalité ou en partie. Et le risque aussi de frapper les sociétés cycliques, c'est un peu les mêmes d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que finalement on les fragiliserait. Alors l'avantage c'est qu'on ne rate pas ce qu'on ne doit pas rater, l'inconvénient c'est qu'on peut aligner ce qu'on devrait rater. Ouais. Moi je veux bien, alors je serais ravi d'en discuter avec les auteurs de l'étude, mais je voudrais qu'on me cite l'exemple d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros annuels, qui aurait fait, donc, puisque c'est ça le seuil, 25%
de bénéfices en plus que par rapport aux années de référence, et pour lesquels on pourrait dire que cette augmentation du bénéfice est venue en gros d'une compensation d'investissement passé. C'est quel exemple? Après, vas-y. Non, je serais très curieux d'avoir l'exemple de l'entreprise qui rentre dans cette catégorie. Je veux bien qu'on me la présente, je pense que ça serait intéressant. Donc pour aller vite, si vous avez compris, je pense que si on arrive à me donner un exemple, tant mieux. Je pense que ça ne doit pas être quelque chose qui couvre de manière très large la raison des surprofits qui ont été faits par rapport à la période d'avant-crise. La deuxième chose, je l'ai vu par contre sur les risques d'optimisation fiscale, autrement dit, comment ces entreprises du coup pourraient être amenées à essayer d'éviter l'impôt. Nous, on est pour un impôt universel, c'est les travaux de Zuckman, c'est-à-dire faire en sorte qu'on taxe les entreprises en France à hauteur de leur chiffre d'affaires en fonction, j'allais dire, de l'établissement d'un impôt sur les sociétés qui serait de 25%, y compris dans les pays où ils vont se réfugier, de façon à essayer de contrevenir à ça. Donc il y a des moyens de l'éviter. Et de toute façon, je ne suis pas pour rentrer dans un débat où on évite certaines taxations qu'on estimerait justes parce qu'il y a trop de profits d'un côté et qu'on en a besoin pour les recettes de l'État, sous prétexte que, attention, si on le fait comme ça, il va y avoir optimisation. Il faut lutter contre les moyens d'optimisation, c'est plutôt ça qui me semble être nécessaire. Donc voilà, c'est pour vous répondre. Je crois, et d'ailleurs, je ne sais plus quel était le graphisme qui montrait quand même que la concentration dans la valeur ajoutée des entreprises était comme par hasard, y compris celles qu'on pourrait cibler, se faisait quand même comme par hasard sur les entreprises qui ont le plus, sur lesquelles qui ont le plus profité, de l'inflation, l'augmentation des prix, énergie notamment, c'est quand même 2,6 fois pour le carburant d'augmentation des prix qui sont vidés. Le deuxième, c'était le transport. Donc on retrouve bien quand même, au bout du bout, celles des entreprises dont on sait que par rapport à la période de la crise, c'est eux qui ont pu profiter quelque part de l'explosion des prix et de l'inflation. Donc voilà, je crois que moi, ça ne me semble pas être des arguments suffisants pour ne pas aller le chercher. D'autant plus, je termine juste là-dessus, c'est que la raison pour laquelle on va le chercher, c'est pas juste une question, j'allais dire, de plus grande justice fiscale ou sociale, c'est parce qu'on a besoin d'argent. On ne peut pas, pour répondre à la question que vous posiez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entrevoit pour l'année prochaine, on ne peut pas mettre de côté une politique qui serait celle des prix de l'énergie, savoir comment on y fasse, et de l'autre côté, les moyens nécessaires pour une sûr qu'elles sont écologiques, qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on tarde de prendre les mesures nécessaires. Donc on a besoin d'argent. Et donc l'argent, il faut aller le chercher vers ceux qui profitent le plus de la répartition de la valeur ajoutée. Et là, pour le coup, ce n'est pas toutes les entreprises, pour répondre à Jean-René Cazeneuve, moi je pense qu'il faut continuer à aider des entreprises dans ce pays, mais peut-être faudrait-il le faire de manière plus ciblée, justement, de façon à ne pas aider les entreprises qui n'en ont pas besoin et qui le transforment en dividendes. Et puis deuxièmement, de voir effectivement celles qui, entre guillemets, profitent de la crise. Voilà, ça me semblerait déjà une bonne ressource, et d'ailleurs vous l'avez montré dans vos diagrammes. Jean-René Cazeneuve, alors les entreprises qui seraient victimes indues. Je vais décevoir Eric, il y en a beaucoup. Parce que si vous faites le calcul... J'attends les noms. Mais si vous faites le calcul de la taxe du PES, comme ça, amicalement, bon, et que vous le faites, non pas 2022 versus les 3 années d'avant-crise, mais que vous le faites en 2019 versus les 3 années d'avant. Intéressant. Vous faites en 2018 versus les 3 années précédentes. Vous le faites en 2017 versus les 3 années précédentes. Prenez la définition, exactement la définition. Pour les entreprises du CAC 40, je sais que celle-là, c'est plus simple. Vous taxez 40% des entreprises. 40% des entreprises. Pourquoi? Ça montre juste, ce ne sont pas des super profits, ce n'étaient pas des super profits de la crise en 2019. Par définition, la crise n'avait pas eu lieu. Bon, c'est juste la volatilité des entreprises, la fluctuation des résultats d'une entreprise. C'est la vie d'une entreprise. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises, un sujet que je connais pour le coup, et il y a des cycles dans une entreprise. Et donc, quand vous appliquez cette règle, qui a l'air juste, qui part d'un bon principe, vous apercevez que vous taxez. Et plus l'entreprise, et plus l'entreprise a eu des problèmes dans les années qui sont passées, plus elle va être taxée. C'est aussi assez paradoxal. Donc, non, je crois que ce que nous faisons, c'est vraiment
de cibler sur ceux qui ont bénéficié de l'envolée des prix de l'énergie, qui sont eux les vrais profiteurs, prenons ce mot-là, et c'est eux qu'on a taxés à hauteur, donc je vous ai dit, pratiquement 30 milliards. Juste une chose, Jean-René Cazeneuve, si tu veux me montrer que la politique de Macron a servi à profiter aux entreprises CAC 40 pour faire exploser leurs dividendes par rapport à la période d'avant, ma réponse est oui, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Si on prend la comparaison avant les politiques... Non, j'ai bien entendu, prenons les 3 années précédentes pour voir si... Bah oui, bien évidemment. Et si on prend il y a 30 ans, la réponse sera encore plus oui. C'est-à-dire si on prend les résultats de la politique néolibérale, de savoir qui en profite, est-ce que c'est le revenu du travail ou le revenu du capital, et en l'occurrence des revenus du capital non investis qui sont les dividendes, ma réponse elle est oui, il n'y a pas de problème. Plus les années passent, plus la réponse et elle n'est pas liée, en termes de courbe, elle n'est pas liée, là pour le coup, à la crise. On peut expliquer juste que la crise permet même d'accélérer ce processus. Mais le fait est, c'est que depuis maintenant plusieurs décennies, on assiste, et sous Macron, ça a été, Emmanuel Macron, ça a été renforcé de manière considérable à travers une politique fiscale, à travers une politique d'aide aux entreprises non différenciées. Je rappelle qu'on est recordman en Europe de l'aide aux entreprises et encore une fois non différenciées. Aussi les prélèvements. Oui, justement, mais les prélèvements, excusez-moi, mais ça vous le rappelez sans arrêt, ce qu'on vous rappelle pas souvent, c'est qu'on est recordman d'Europe aussi de la reversion aux entreprises. Et mon problème, c'est pas tant qu'on aide les entreprises, c'est qu'on les aide de manière non ciblée. C'est bien ça le souci. Et ce qui me fait d'ailleurs, puisque vous ne m'avez pas posé la question comment je vois l'année prochaine les choses, je pense qu'il faut qu'on permette à toutes les entreprises de revenir à un tarif réglementé de l'énergie, et pas seulement sous certains seuils. Parce que je crois effectivement que l'an prochain, il va y avoir, les chiffres le montrent, on va sinon avoir une catastrophe, notamment au niveau des PME et autres, à laquelle il faut qu'on soit capable de répondre. Un mot encore avant qu'on prenne les questions. L'idée allemande du bouclier tarifaire pour les ménages où on maintient un prix très bas pour 80% de la consommation, ça suppose qu'on a évidemment des données précises sur la consommation de l'année révolue, et on laisse les prix du marché jouer sur 20%. Associé à des aides ciblées, un peu comme on le fait en France, c'est une bonne idée ou pas? Parce que c'est l'avantage des présentations qu'on a entendues. Elles considèrent toutes aussi le bilan, j'allais dire, écologique de ces aides. Hein. Le bouclier tarifaire, c'est du soutien à la consommation de carbone massif. L'Allemagne, de ce point de vue, a introduit une innovation qui a ses limites. Hein. On sait bien qu'évidemment, ça pénaliserait, pourvu qu'il n'y ait pas de soutien parallèle, plutôt les ménages à un niveau de vie modeste. Mais ça a au moins l'avantage de contraindre un peu la dépense en matière d'énergie. Qu'est-ce que vous en dites l'un et l'autre? Et on prend les questions juste après. La taxation comportementale, on a donné. Bon, vous avez raison. Et ce qu'on fait, d'un point de vue climat, et d'un point de vue transition énergétique, est terrible. On le sait tous. Mais à l'Assemblée nationale, vous avez 577 députés qui disent tous que la transition énergétique, c'est absolument essentiel. Et puis vous avez 570, les mêmes, qui hurlent en disant on a oublié ceux qui chauffent au fioul, il faut 1 milliard, 2 milliards pour aider ceux qui chauffent au fioul. Donc on a cette contradiction. Bon, quand on fait des mesures de 30 centimes sur le prix du carburant, continuez quand même à payer un prix important, et en fonction de votre consommation, vous payerez plus. Donc il y a quand même un impact. Quand vous avez une politique d'échec sur les déciles, les premiers déciles, voilà, c'est forfaitaire, c'est un montant forfaitaire de 100, de 200 euros en fonction de votre décile. Là aussi, vous êtes incité quand même à réduire votre consommation. Donc vous avez raison, il faut essayer de concilier ces deux objectifs. Voilà, les mesures qu'on a prises, je crois, permettent de le faire. Si on avait, faire les choses, si on avait laissé filer un peu plus longtemps le prix du gaz et de l'électricité avant de mettre le bouclier, probablement que ça aurait été plus pédagogique, parce que les Français ne se rendent pas compte aujourd'hui de la chance, entre guillemets, évidemment, qu'ils ont avec ce bouclier qui est fiché depuis plus d'1 an maintenant, sur la partie gaz. Donc, ils ne se rendent pas bien compte aujourd'hui, c'est un vrai problème. Maintenant, ils ne se rendent pas compte du coût réel de l'énergie tel qu'il est aujourd'hui. Ils le voient à la pompe, mais ils ne le voient pas sur leur facture de gaz et d'électricité, pour laquelle on va cranter l'année prochaine, on va garder ce concept, mais en augmentant le bouclier, la hauteur du bouclier. Et voilà, mais maintenant, il y a une
urgence aussi à aider les Français, donc il faut les aider, aider les Français les plus fragiles, faire en sorte que le niveau de vie soit moins impacté possible. Voilà, c'est cet enjeu aussi. Donc, la politique, de temps en temps, c'est de faire des choix entre ces deux extrêmes. Et Eric Coquerel. Déjà, ce qu'il faut retenir au niveau de l'Allemagne, c'est deux choses. C'est d'abord le volume du plan. Voilà. 200 milliards sur 2 ans. Qui est incomparablement plus haut que le nôtre. La deuxième chose, c'est que dans le même temps, y compris en favorisant les négociations dans ce sens-là, il y a une augmentation des salaires en Allemagne, plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'est en France. L'inflation est aussi plus élevée, hein. Elle est à 2 chiffres quasiment. On est à 9,9 pour autant que mais les salariés en pâtissent moins parce qu'il y a une augmentation des salaires. Je ne suis pas sûr que la différence entre l'inflation et l'évolution des salaires soit précisément différente en Allemagne de la France, parce qu'on part de plus bas aussi. Hein. Comme vous n'êtes pas sûr que j'en le suis pas, on regardera. On fera un check. Bon, alors, maintenant sur ce qu'on vient de faire, parce que là, en gros, par rapport à la... D'abord, première chose, oui, je le répète, on ne peut pas envisager une politique énergétique sans la lier à la nécessaire bifurcation écologique. C'est impossible. Pour une bonne raison, c'est que il y a deux manières de bifurquer au niveau écologie. Il y a consommer moins d'énergie et puis aussi d'aller vers la sobriété, etc. Bon. Et puis de consommer différemment l'énergie. Donc, première chose, il faut se dire qu'on ne met pas assez aujourd'hui dans le pays d'investissement sur la bifurcation écologique. C'est pas moi qui explique que plus les années passent, plus ce coût va être plus important si on veut non plus atteindre 1,5 degré comme on s'était fixé, mais manifestement ne pas dépasser 2,5 degrés comme beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui. On fixe le chiffre encore à peu près réaliste à atteindre et à condition d'effort. Donc c'est la première chose à se dire. Et si je dis ça, c'est que ça interroge nos politiques publiques. On est loin de ça. Pisani-Ferry vient de sortir un rapport, on a discuté ce matin avec le FMI, qui termine quand même avec l'idée de 70 milliards d'euros par an. Parce qu'il y a eu des... Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, interroger la manière dont se fait aujourd'hui le marché de l'électricité et de l'énergie. Et je remarque quelque part qu'en sortant du traité de l'énergie, Emmanuel Macron l'interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se payer le luxe, que ce soit le marché, qui dicte les prix de l'énergie, et qui puisse, par exemple, comme c'est le cas sur le pétrole, aller vers favoriser une spéculation? Ma réponse est non. Donc il faut revenir là-dessus. Bon, donc ça c'est une deuxième question structurelle qui doit nous permettre d'envisager le secteur de l'énergie. Et la troisième, je l'ai dit, c'est de faire en sorte que eh bien, on partage la valeur ajoutée de manière différente et donc on permette, certes, on peut avoir des aides ciblées pour baisser le prix de l'énergie, il faut les avoir, je n'ai pas de problématique là-dessus, mais en même temps que, je l'ai dit tout à l'heure, on a une politique de l'allemand qui permet aux salaires d'augmenter. Voilà, je pense qu'il faut combiner les trois choses. Et que si on ne combine pas les trois choses, il manquera toujours un élément, au chantier qui est devant nous. Peut-être y a-t-il des questions, soit des auteurs, des études, soit de la salle. Oui, madame. Vous m'entendez ou pas? De très loin. Sinon, je vais crier. Non, vous pouvez revenir sur l'estimation qui est extrêmement différente entre sur ce que va rapporter la taxe super profit selon le gouvernement, à savoir 200 millions, et 7 milliards d'euros selon le chiffrage présenté aujourd'hui. C'est énorme comme différence. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est vrai que c'est très étrange quand même, donc c'est très inquiétant s'il y a cette différence de chiffrage quand même. Oui, alors il faut demander à l'auteur d'études. Le chiffrage. Non, Parce que ça, en gros, là, le sous-jacent derrière, c'est qu'il y a une hypothèse de profit, de surprofit réalisé dans le raffinage et la coquéfaction selon la comptabilité nationale, donc c'est très sérieux, qui serait énorme, qui serait de l'ordre de 9 milliards d'euros de base taxable. Or, aujourd'hui, Total a dit qu'il allait payer seulement 600 millions d'euros de bénéfices. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un doute sur quels bénéfices ont été réalisés cette année en France en matière de coquéfaction-raffinage?
Probablement, c'est ce que vous montrez. D'abord, l'année n'est pas terminée, le patron. Il y a deux raffineurs en France. Hein. Bon, Esso et Total, si je ne me trompe pas. Total a annoncé que son activité raffinage, il ferait de l'ordre de 1 milliard de profit, d'où l'estimation de 200 à 300 millions d'euros sur cette composante, une fois de plus, hein, de la contribution exceptionnelle. Donc, je vais regarder, c'est un sujet qui peut nous intéresser de voir effectivement comment c'est le résultat. L'activité de raffinage n'est pas connue pour être une activité rentable. Hein, et quand vous regardez les résultats... Les dernières années, sûrement pas. Sûrement pas. Ce serait une très bonne nouvelle. Moi, je suis ravi si on est capable d'aller capter cette valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il faut que je rentre dans les... J'ai découvert le résultat aujourd'hui, ce matin. Donc, je regarderai ça évidemment avec beaucoup d'attention. J'ai du mal à croire qu'il y ait ce niveau de rentabilité sur l'activité raffinage de ces deux énergéticiens. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un point de précision de la part des auteurs de l'étude? Oui, alors, les sources de la comptabilité nationale, c'est pas des estimations. Les sources de la comptabilité nationale ne sont pas des estimations, ce sont le résultat des relevés de TVA des entreprises concernées qui fournissent et permettent d'estimer mois par mois l'excédent brut du secteur. Donc ce ne sont pas des faux euros, ce sont des vrais euros, des vraies factures qui s'additionnent et qui permettent de mesurer la différence entre les recettes de vente de pétrole par les raffineurs, moins évidemment le pétrole brut qu'elles achètent. Donc c'est ça qui est mesuré par la comptabilité nationale. Après, les comptes auxquels on a accès pour le moment, ils sont partiels, plusieurs raisons, parce qu'ils sont sur un périmètre qui en général est un périmètre consolidé. Il faut savoir que Total, c'est des centaines de filiales, même en France, alors que c'est seulement la filiale raffinage qui, d'après l'amendement, va faire l'objet d'une taxe, et c'est seulement la filiale raffinage pour lequel il y a effectivement potentiellement un profit très élevé. Donc on n'a pas une vision, en fait au jour d'aujourd'hui des comptes de ces entités qui permettent d'estimer de manière définitive que le profit de Total pour l'entité raffinage est de 1 million. Enfin, on aurait beaucoup aimé avoir cette information. Le fait est qu'à ce stade, même Total n'est pas capable de fournir cette information puisque l'année n'est pas terminée. Et qu'elle a, pour ses actionnaires, elle fournit des informations au niveau consolidé. Donc les informations qu'elle doit fournir par trimestre sont au niveau consolidé, pas au niveau de l'entité raffinage. La question qui se pose d'un point de vue fiscal, c'est la capacité d'imputer des pertes passées sur les profits réalisés par l'entité raffinage. C'est là qu'il y a le plus gros débat. Si on suit les règles de l'impôt sur les sociétés actuelles, ces règles limitent la capacité d'imputation des pertes anciennes à 50% du bénéfice actuel. Donc ça veut dire que d'ores et déjà 50% du profit actuel qui doit être taxé d'après la taxe sur le super profit. Donc on part déjà à minima de 50% du profit qu'on mesure. Enfin, est-ce que les pertes passées sont suffisantes pour imputer les profits qu'on a vus dans le graphique? On voit bien que les ordres de grandeur entre les pertes qui ont éventuellement pu être réalisées même en 2020-2021 n'ont rien à voir avec les profits réalisés en 2022. Donc les imputations que vous allez faire, elles vont permettre effectivement de réduire un peu votre exposition, mais pas à un niveau très élevé. La dernière possibilité, mais qui ne ressort pas de notre lecture de l'amendement, c'est que vous pourriez utiliser les pertes faites dans d'autres parties de votre groupe fiscal sur les gains de l'entité raffinage. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez une filiale qui a des actifs en Russie, qui fasse des énormes provisions sur la perte d'actifs en Russie. Si vous arrivez à mettre ces provisions sur le compte des profits de l'entité raffinage, là, effectivement, vous pouvez aboutir à une réduction assez forte de votre profit. L'exercice montre que c'est très important de regarder le détail de la façon dont cet amendement sera mis en place. Les décrets d'application, tout ça, comment tout cela sera intégré dans les règles actuelles de l'IS, qui sont très très longues et qui contiennent beaucoup d'interdictions sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, sera très important.
et devra être suivi. Je pense que c'est ça la principale conclusion de notre exercice. C'était important de le faire pour justement mettre ça sur le débat. Merci. Oui, Daniel. Sur ce point important, et pour relancer ce que disait Arthur, il y a vraiment deux choses. Il y a le fait brut lui-même, qui est le profit réalisé. Il y a le. Je suis sur le micro là. Donc, je crois qu'il y a vraiment deux choses différentes. Il y a le fait brut lui-même et le profit réalisé dans ces secteurs. Et là, on a des chiffres qui sont, comme le disait Arthur, des chiffres réels. Après, il y a une autre question qui est de savoir s'il y a des aménagements fiscaux qui permettent de réduire l'IS lui-même. Et le fait brut lui-même ne peut pas être... Il est incontestable. Ne peut pas être contesté. On a, pour la option 2, on a des chiffres de la TVA jusqu'en mai, donc on peut exactement retrouver la valeur ajoutée en faisant 1 sur 20% ou quelque chose de cette nature, et puis dans l'autre méthode, on va jusqu'au 3e trimestre. Donc, je relance la question, mais je comprends la question des aménagements fiscaux, mais le fait brut lui-même ne peut pas être discuté. Moi, il y a deux choses. D'abord, moi, ça ne m'étonne pas que si on regarde l'augmentation des profits total en 2022 et ce qui est annoncé pour 2021 et 2022, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une progression par rapport aux sommes qui étaient estimées, si j'ai bien compris, sur 2021. Ça me semble assez logique. Parce qu'on peut peut-être toujours m'expliquer que Total perd de l'argent en France, je vais y revenir, mais il y a quand même un moment donné où si leur profit augmente au niveau du groupe, ça doit quand même avoir une traduction quelque part. Et là, force est de constater qu'ils vont augmenter de manière historique cette année. On va être à peu près, là, on est parti pour être à peu près x2 par rapport à l'an dernier. Ça, c'est une première chose. Donc, ça ne m'étonne pas que les sommes soient plus importantes. Ensuite, si on aborde le sujet autrement, alors on lance une mission au niveau de la commission des finances sur la fiscalité des entreprises et essayer de comprendre les différentiels de fiscalité dans les entreprises. Donc aussi s'interroger sur pourquoi une entreprise qui fait des bénéfices faramineux et dont un quart de l'activité quand même est en France, total, un quart de son activité est en France, comment elle peut à un moment donné arriver à payer 0 impôt sur les sociétés. Donc je vais être le rapporteur, je crois que tu vas être le co-rapporteur, on peut le dire aujourd'hui. Donc voilà, certaines personnes vont être invitées ici dans les auditions, parce que pour aller vite, moi je le dis très clairement, je ne crois pas qu'une entreprise qui a un quart de son activité dans ce pays, qui a certes des activités de raffinement, mais qui a aussi des activités de vente. C'est le plus gros réseau de distribution de vente et de loin. Dans le quart de l'activité, c'est la distribution qui compte le plus. Exactement. En nombre de personnes. Voilà. Et bien je ne crois pas un mot que ça ne participe pas à ces profits qu'il fait au niveau du groupe. Voilà, je n'y crois pas un mot. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus liées à la question de l'optimisation, etc. Et ça, on le verra au niveau de cette mission d'information. Comme en plus on peut aller à Bercy chercher les informations nécessaires, on ne va pas se priver de le faire. Et on va réinterroger les patrons de Total avec cette fois-ci peut-être moins de facilité qu'il en a eu dans la mission Flash de contourner les questions. Parce que c'est des interrogations qu'on ne peut qu'avoir. Et je crois que ça répond peut-être qu'on va se rapprocher des chiffres que vous avez de ce point de vue-là sortis. On vous auditionnera. Peut-être y a-t-il une autre question. Juste pour... Oui, pardon. Tu voulais poursuivre sur le... La première présentation a comparé 3 mesures, une par une, donc le bouclier tarifaire, les transferts forfaitaires et l'indexation des revenus. Et je voudrais demander que pensez-vous d'une combinaison des deux premières. Donc ça veut dire enlever un quart des moyens qui vont dans le bouclier tarifaire pour 2023 pour financer dans ces transferts forfaitaires. Que pensez-vous de la combinaison des deux? Je crois que c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas fait au sens où on n'a pas réduit, surélevé le niveau du bouclier pour financer plus de chèques. Et on a vraiment cette année à la fois combiné un effet de plafond sur les dépenses d'électricité et de gaz et un effet de chèque
très ciblé, avec 3 chèques différents, très ciblé sur les premiers déciles, donc qui est un transfert forfaitaire, alors qui n'est pas un transfert forfaitaire sur tout le monde, qui à mon avis, serait moins pertinent. Après, la combinaison des deux, moi, je pense qu'il faut aller vers, effectivement, un plafond peut-être un peu moins protecteur, donc le coûtier va augmenter. C'est ce qui se fait en janvier. C'est ce qui se fait en janvier, et une politique de ciblage qui va être plus importante. On a un dispositif qu'on appelle gros rouleur ou gros bosseur, en fonction du message qu'on veut faire passer, qui va permettre de combiner, un début de réponse, de combiner à la fois votre activité, ce que vous dépensez, est-ce que vous utilisez beaucoup votre voiture, on a vu qu'il y avait aussi un écart entre le rural évidemment et la métropole, ce que vous dépensez et quels sont vos revenus. Donc en combinant ces deux mesures, on a donc ce dispositif qui se met en place au 1er janvier pour cibler les gros rouleurs ou les gros bosseurs quand on veut. Un embryon d'une réponse de ciblage. Moi, je crois beaucoup à ce ciblage, avec les limites qu'on a données tout à l'heure, l'acceptabilité de notre société par rapport à ça, et le fait de bien savoir et de bien l'adresser, parce qu'on voit bien qu'on peut adresser des chèques à des gens qui ont une consommation assez faible, somme toute, et puis et voilà. Donc, il faut aller dans cette direction. Éric, peut-être un mot sur cette question de la combinaison de 2 outils complémentaires. Ouais, moi j'ai donné la réponse déjà. Je pense que tant qu'on touche pas, tant qu'on n'aborde pas de manière plus sérieuse la question des revenus et du pouvoir d'achat, je pense que c'est compliqué de ne le prendre que par un bout de la lorgnette. Les réflexions, les dispositions prises par le gouvernement laisseraient supposer qu'on va aller vers un mieux en termes de hausse des prix de l'énergie en 2023. Et là-dessus, je suis très dubitatif. On n'en sait rien, bien sûr. Voilà. Et notamment, je cite Bruno Le Maire qui explique que, par exemple, sur le prix au carburant, on peut desserrer un petit peu les aides de l'État si le carburant, si le pétrole n'en vient pas à $100, le baril. Bon, très franchement, à partir du moment où c'est des décisions des pays producteurs, et notamment liées plus à des questions de décisions géostratégiques et spéculatives que des décisions liées à la matière première elle-même, on ne sait pas. Bon, moi, je suis très... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'on a un système énergétique qui est laissé aux mains du marché, franchement, on est quand même devant des aléas qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre réduire. Et qu'il faut que les mesures prises par le gouvernement, on va peut-être se retrouver d'ici 1 an pour voir que finalement, elles auront dû être tout autres que celles prévues aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la manière dont je vois les choses, tant qu'on n'agit pas structurellement sur cette question. Merci à vous deux. On arrive au terme de cet échange. On peut applaudir nos